Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de notre podcast Au cœur de la performance. On est en direct de Besançon, où on est au sein de l'équipe Groupama FDJ. Et on a la chance, oui c'est une chance, d'accueillir Julien Pinault, qui est le responsable performance de cette équipe. Alors, avant de commencer, je voulais remercier Julien pour, nous accueillir, parce que ça, c'est des choses, incroyables pour nous. On est vraiment au cœur de la performance, d'où le titre de notre podcast, puisqu'on va même vous faire une petite visite de tout le centre, grâce à Julien. Et puis, Julien, on est le 8 mai, qui est un jour, bien entendu férié. Il nous accueille ici à Besançon, fantastiquement bien. J'ai eu la chance de bosser avec Julien, enfin, par son entremise sur, Arnaud Desmar. Et pour moi, ça a été une révélation. J'ai eu une chance pas possible de bosser avec un entraîneur comme ça, puisqu'avant, il était entraîneur principalement. Et du coup, ça m'a permis de me développer encore plus dans le cyclisme. Parce que vous allez l'entendre, c'est incroyable ce que vous allez entendre. Donc, Julien, merci beaucoup. Bienvenue à vous ici. C'est un plaisir de vous recevoir, puis de parler de performance avec toi, comme on l'a déjà pas mal fait depuis qu'on se connaît, depuis bientôt 6 ans, je pense. On a commencé hiver 2018-2019. Ouais, exactement. Hiver 2019-2020. 2019-2020, ok. Ouais. Parce qu'après, nous est tombé le Covid. Ouais. Et justement, c'est des problématiques à gérer puisque tout le calendrier en a été bouleversé. Ouais. Et j'ai appris ce que c'était qu'avoir une communication avec un entraîneur, ce que je connaissais pas. Et ça a été incroyable. Merci. Super, merci déjà pour l'introduction. Julien, est-ce que tu peux te présenter pour commencer pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, rapidement. Du coup, aujourd'hui, je suis directeur entraînement de l'équipe Groupama FDJ. Donc, en fait, je m'occupe de coordonner l'activité qui se rapporte à l'entraînement des 3 équipes qui composent l'équipe. Donc, il y a l'équipe 1 World Tour, donc, qui est dans la première division mondiale. On a une équipe continentale, ça s'appelle. Par rapport au foot, c'est le centre de formation. Ouais. Sauf que nous, le centre de formation, il est sur la catégorie 19-22 ans. C'est les moins de 23 ans. Et on a depuis cette année une équipe junior, un programme junior assez développé aussi pour venir derrière alimenter l'équipe Conti de développement. Okay. Donc du coup, mon job, il est de coordonner l'activité d'entraînement des entraîneurs qui interviennent dans ces 3 équipes. Par rapport à ton équipe continentale, nous en football, ils sont dans des centres de formation. Ouais. On peut considérer qu'ici, c'est un centre de formation. Donc, il y a des études qui sont mises en place également à côté de la préparation. Ouais. La difficulté, c'est que dans le foot, je pense que c'est assez facile à mettre en place puisqu'on est plus jeune dans un centre de formation. On est peut-être entre 14 et 18. Du coup, on est sur du lycée, entre guillemets. Okay. Nous, finalement, quand ils arrivent à la continentale, c'est post-lycée. Okay. Donc, on a déjà moins d'étudiants, dans le sens où il y en a qui s'arrêtent au bac, qui ont déjà arrêté avant d'être recrutés. Pour autant, c'est le double projet, c'est quelque chose qu'on essaye d'accompagner au mieux. Okay. La difficulté, c'est qu'on a un sport qui demande de gros volumes d'entraînement. Donc, des fois, avec les études, c'est pas simple. Pour autant, on a des profils intéressants de coureurs qu'on réussit chez nous via des profils d'ingénieurs ou de métiers comme ça. Et, par exemple, actuellement, dans la Conti, on a un jeune de Toulouse qui a l'INSA à Toulouse. Donc, au final, il fait ses blocs entre les études ici. On sait que lui, l'accompagnement de sa perf, ça va être, on est sur du plus long terme. Ouais. Mais vu les qualités qu'il a, et voilà, on essaie de favoriser au mieux. D'accord. Mais du coup, c'est sûr, je pense que c'est plus compliqué que les centres de formation du foot ou quand tu es sur du lycée. Comme il y a ici à Besançon un lycée sport-études et un pôle sport, on est sur des jeunes avec des horaires aménagés. Là, c'est assez simple, les volumes d'entraînement sont encore pas compliqués, les déplacements sont pas très loin. Que là, au niveau Conti, les déplacements sont longs, les courses d'étapes, ça peut durer jusqu'à une semaine. Donc du coup, la vie scolaire est compliquée à côté. Ouais. Ok. Moi, ça me fait penser à une question, peut-être un peu bête, parce que je connais pas non plus très bien le cyclisme. Mais par rapport au foot, c'est quoi les stratégies en fait de recrutement? Comment vous repérez des jeunes, les faire revenir? Tu nous as parlé du pôle espoir, etc. Ouais. Comment ça se passe à ce niveau-là? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des transferts? J'en sais rien. Alors pour répondre déjà à ta deuxième question, c'est la plus simple. Nous, il y a très peu de transferts. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'achat de joueurs à une autre équipe. Ok, d'accord. La seule chose qui existe, qui se développe un tout petit peu plus, c'est finalement un accord tripartite entre le coureur, l'ancienne équipe et la nouvelle équipe. Okay. Mais s'il n'y a pas d'accord entre les 3, il ne peut pas y avoir d'achat de contrat. Donc, il y a eu quelques exemples très rares où une équipe a racheté la fin du contrat d'un coureur.
Mais il y a pas de... L'équipe, en fait, elle se fait pas d'argent ou de plus-value Ok. comme il y a dans le foot, quoi. D'accord, ok. Ça, on n'a pas du tout. Et la plupart du temps, c'est les transferts, c'est quand les coureurs sont libres. Ah ouais. Donc, même la période de transfert, elle est autorisée à partir du 1er août. Mhm. Sauf que plus ça évolue, plus tout se négocie En amont. avant. Et là, Ouais. vous voyez, on est au mois de mai. La plupart des grands leaders qui sont en fin de contrat ou des bons coureurs, ça se fait au niveau de avril-mai, Mhm. qu'ils ont déjà choisi. Sauf que c'est uniquement révélé publiquement au mois d'août. Ouais, d'accord. Donc voilà, et après la partie détection, je pense qu'on en reparlera pas mal parce que c'est un petit peu un des ADN de l'équipe qui a longtemps été l'équipe française des Jeux, FDJ, qui est maintenant l'équipe Groupama FDJ depuis 2018. Et ça a toujours été la détection des jeunes, la formation. Et en fait, c'est souvent les jeunes détectés et formés en interne qui perdurent et qui restent longtemps sur un projet long terme dans l'équipe et qui portent l'équipe. Ok. C'est pas le cas de tout le monde, c'est un petit peu nous, notre savoir-faire. De par la famille Madio qui est à l'origine de l'équipe. Ils étaient deux frères, Yvon et Marc. Et Marc, c'est le manager, la figure emblématique de l'équipe. Ouais. Et Yvon, son frère, lui, a toujours été passionné par ça, détecter les jeunes. Donc, et du coup, l'équipe s'est construite comme ça. Et nous, la grosse évolution qu'il y a eu dans l'équipe, c'est à partir de 2018, je crois, la Fédération internationale, elle a autorisé ce système de centre de formation avec une équipe de développement où on peut mettre sur certaines courses du calendrier des coureurs de l'équipe de développement. Donc, dans le foot, ça paraît logique. Sauf que nous, jusque-là, les équipes 1, elles avaient un effectif de 25 à 30 coureurs. Ouais. Et C'était fermé. C'était fermé sur la saison. Que là, depuis, donc nous, on a été une des premières équipes à avoir un système très performant d'une équipe continentale, ça s'appelle. Et on a eu beaucoup de passages. Cette semaine, on a le 19e, donc en 6 années, le 19e coureur qui passe de la Conti à la World Tour. Ok. Et on est l'équipe où il y a le plus de transferts parce qu'on a été une des premiers à prendre cette voie-là, en fait, qui correspondait bien à notre projet. Et du coup, finalement, c'est aujourd'hui comme ça qu'on s'est organisé. On a été une des premières équipes à avoir ce volet-là. Donc, on a une équipe Conti hyper performante sur les premières années. Si bien qu'en 2022, on a 8 coureurs sur 12 qui sont passés à l'équipe World Tour. Ah ouais. Donc, une promo Ok. assez incroyable. Et en fait, toutes les équipes, en voyant aussi ce modèle-là, toutes les équipes World Tour se sont mis aujourd'hui à avoir leur réserve. Donc la concurrence est plus rude qu'avant. Et finalement, nous, de ces années, on s'est concentré sur la Conti. On a délaissé un petit peu les juniors. Et finalement, on a eu du mal à ralimenter. Donc les juniors, c'est les U19. Ok. On a eu du mal à ralimenter la Conti qui est U23. Ah, ok. Et du coup, depuis 2 ans, on redensifie l'activité junior. Et c'est pour ça que depuis l'an passé, on a un talent scout à temps plein qui, lui, va sur les courses U17, U19 pour alimenter l'équipe junior. Et si c'est pas l'équipe junior, c'est pour alimenter l'équipe Conti. Mais nous, ce qu'on essaye, c'est de détecter, rentrer en junior et puis avoir un projet long terme Conti junior, Conti World Tour. Ok. Ouais, donc pour répondre, du coup, tu as bien répondu, c'est que vous avez maintenant un scout qui parcourt un peu les. C'est ça. Il parcourt au niveau régional, national. National et international. International, ok. Et nous aussi, la particularité qu'on a, c'est que donc nous, on a une équipe quasi 100% cyclisme sur route, mais pour autant, il y a des profils intéressants à aller chercher sur le cyclisme sur piste, sur le cyclocross qui a lieu l'hiver, également des profils de VTT qui veulent basculer sur la route. Ah ouais, Donc, c'est important aussi d'avoir un œil sur les championnats, donc pas sur toutes les épreuves de ces disciplines-là, mais sur les principales Coupes du Monde ou Championnats d'Europe, Championnats du Monde. Et, parce qu'il y a des qualités physiques très intéressantes dans ces disciplines-là qui peuvent alimenter le cyclisme sur route, quoi. Ouais. Donc on a ça. Et du coup, par exemple, la semaine passée, pour la première fois, on a fait un vrai stage détection où en fait, on avait une dizaine de coureurs qui ont été détectés par Yann, qui sont venus ici sur 2 jours. Et pendant 2 jours, on a fait à la fois des tests physiques, mais aussi beaucoup d'entretiens avec toutes les sphères de la performance, finalement. Pas que les data de test. Parce qu'à cet âge-là, il y a quand même tout ce qui est maturité physique qui joue beaucoup. Et nous, tout ce qui est psycho, et aussi, on se rend compte que c'est quand même hyper important. Intégration dans un groupe, le collectif, le rapport à la nutrition, tout ce genre de choses. Donc, en 2 jours, on a essayé d'avoir une vue à 360 de ces jeunes-là pour ensuite recruter dans l'équipe junior. Ça, c'est la première année qu'on faisait quelque chose comme ça. Ouais, ça a été un des gros problèmes dans le foot. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, même s'il y a des clubs qui sont encore dessus, mais sur
la maturité physiologique des profils avancés Ouais. où oui, le mec il met 10, Ouais. il met 1, 2, 3, 4 dixièmes sur 30 mètres, mais peut-être que l'autre dans 2 ans, c'est lui qui lui mettra 1 ou 2 dixièmes. C'est ça. Ça, c'est hyper important. Bien et sûr. de- Ça, c'est Mm. hyper complexe et c'est vrai Ouais, que c'est complexe, finalement, ouais, moi, ça fait 13 ans que je suis dans l'équipe. Depuis 2 ans que j'ai ce poste-là, bah, aujourd'hui, finalement, c'est là où je mets peut-être le plus d'énergie. Ouais, J'ai une équipe de coach World Tour quand même assez expérimentée, Mm. qui maîtrise bien, mais on sait que nous, pour exister, on n'existera pas par le fait d'aller recruter un leader déjà sûr. affirmé à l'étranger par rapport à notre budget, par Mhm. rapport à la philosophie d'équipe. Bien sûr. Et du coup, là, avec des recrutements de coachs jeunes qu'il y a eu, on s'intéresse vraiment à ça, ouais, à tout. Ok. Comment identifier les talents de demain, quoi. Mm. Ouais. Et en parlant de cet indice de maturité qui est maintenant extrêmement présent chez nous, enfin dans le foot, quel est vous avez un test spécifique là-dessus qui vous dit que le gamin est en avance et en retard? Pas vraiment, pas vraiment. C'est pour ça qu'on essaie de faire beaucoup de tests physiques. D'accord. Je sais qu'il y avait l'histoire de l'âge biologique, Ouais, où ils ont pris aussi la différence taille assis, taille debout, qui permet un petit peu de voir où on en est par rapport à la puberté, Bien avance, sûr. retard. Mm. Donc, Vincent s'y est intéressé la semaine passée, mais c'est Ah des ouais. choses jusqu'à il y a 1 an finalement, d'être moins sur cette partie D'accord. notification des jeunes talents. J'étais moins Ok. concerné par ça, mais Ok. ouais, c'est le genre Ouais. de choses. Que tu veux développer. Yann était à un congrès INSEP il y a 2 mois, je crois, sur ces thématiques-là, où il y avait différents spécialistes, différents sports, avec même ce qui était intéressant aussi, il y avait des grandes entreprises, alors je ne sais plus si c'était Samsung ou Danone ou genre comme ça, qui expliquaient aussi comment eux ils recrutaient. Donc là, on n'est pas sur du physique, Ah ouais, mais aussi sur toute la partie d'accord. cérébrale, Ouais. psycho, collective, la manière dont eux ils faisaient pour recruter et on se rend compte qu'il y a des Et similitudes similitudes, aussi, ouais, quoi. c'est Parce vrai, que le c'est- physique suffit pas. Non. Bien sûr. Puis ça reste après un fonctionnement d'entreprise avec Ça. il faut rendre des comptes, faut Ouais, c'est donc ça. forcément les gens sous les pressions, etc. Ouais, Et- ouais, ouais. Puis tu as aussi l'aspect aussi où, des fois, quand on évalue l'aspect physiologique, on évalue l'aspect psychologique, Ouais. mais il y a une des choses qui est très importante à prendre aussi en considération, c'est que la puberté, Ouais. via l'apparition des hormones androgènes, etc., va faire changer aussi, va faire Ouais. évoluer l'athlète sur le plan psychologique. Mhm. Des fois, on se dit, il y a une différence psychologique entre les deux athlètes, mais en fait, c'est simplement qu'il y en a un Oui, qui est plus qui a développé. peut-être déjà Ouais. subi des transformations psychophysiologiques, tu vois, Mhm. par rapport à la puberté. Tout ça. Magnifique. Mais c'est un sujet. Moi, je pourrais en parler des heures. Ouais. C'est un sujet hyper intéressant. Je suis en train d'y penser, mais quand on pense un peu maintenant à l'aspect posture, etc., et l'importance que ça peut avoir sur la mécanique de pédalage, etc., Ouais. mais justement, pendant ces pics de croissance, ça peut être méga important quand il y a un jeune qui, en Ouais. 6 mois, il peut prendre 10 cm. Ouais. Ça peut avoir de Au grosses niveau incidences tendineux sur... et tout, ouais, on est exactement. sur un geste qui est Ah, très c'est- répétitif. c'est- L'articulation qui morfle le plus, c'est le genou. Ouais. Et c'est souvent qu'à Ouais. ces âges-là, si les charges de travail ne sont pas Ouais. bien gérées en fonction de c'est- ces poussées de c'est- croissance, ça c'est peut être. énorme. Nous, on avait je ne citerai pas le nom, mais il est professionnel aujourd'hui dans une grande équipe avec des champions. Et à l'âge de la puberté, c'est un gamin qui prend presque 15 cm sur l'année. Et le gamin tombe en fait en séance. Parce qu'en fait, son corps change tellement Ah oui. qu'il n'a plus aucun repère Ah ouais. sur le plan Mm. de perception. Et il tombe, Ouais. mais souvent. C'est-à-dire Ouais. 1 à 2 fois par semaine, tu le vois tomber sur le terrain. Mm. Et en fait, tu regardes, mais en fait, il se marche dessus. tu vois. Ouais, Ouais, le contrôle. Et- Niveau coordination et tout, ouais. Ouais. Et effectivement, si tu recrutes à ce moment-là, c'est important d'avoir Faut le prendre en compte, bien ces sûr. informations parce que derrière, Ouais. les décisions, tu vois, elles peuvent être totalement différentes. Ouais. Et on le voit que, voilà, au final, ça ne l'a pas bridé dans son développement, que ce soit athlétique Non. ou autre, parce qu'il fait une belle carrière. Mais, Il va ouais, faire la c'est finale de important. la Ligue des Champions ou- Non, pas celui Ok. que vous pensez. Non, et en plus, c'est méga important parce que justement, des fois, ce qu'on oublie, et c'est ce que toi, tu développes quand on fait la formation présentielle, c'est que quand on sait un peu stage biologique chronologique, c'est pas simplement, des fois, on résume tout à la force, la plio. Ah bah, il a un tendon douloureux, donc on enlève la plio ou ça. Mais c'est aussi derrière la gestion de la charge, la compréhension de ses coordinations, l'aspect psychologique aussi dans la maturité. Et notamment en cyclisme aussi, quand on pense à l'aspect descente, etc. Ouais. Ça peut être des choses qui Bien sûr. peuvent influencer, Ouais, je pense, Mm. l'engagement de l'athlète. Ouais. Si on revient un peu sur ton parcours, tu as Ouais. fait de la recherche. C'est ça. Alors, Non. du coup, j'ai un parcours où j'étais un jeune cycliste amateur,
plutôt bon, mais pas champion. Ouais. Et en fait, mais quand même passionné à bloc de vélo, de famille. Et donc, au final, à 19-20 ans, première catégorie, donc c'était le plus haut niveau amateur à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et par contre, à 20 ans, on m'a arrêté à cause d'un problème cardiaque. Et du coup, j'étais en STAPS, donc j'avais fait le sport-études ici, un bac S. STAPS pour faire des études, parce que les parents ne voulaient pas que j'arrête les études. Même pas prof de sport, je Non. voyais plus CTS. Tu Ah sais, oui, ouais, bien sûr. CTS vélo, Ouais. ça me plaisait bien. Je me disais, ouais, je vais faire une licence, passer le professorat. Puis après, à l'époque, on passait le professionnel beaucoup plus tard, plus D'accord. 22, Ouais, c'est 23. Donc ça laissait le temps de faire une licence. Et puis après, de se dire, une Pourquoi licence, j'essaye peut-être à mesure de faire du vélo. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Et du coup, moi, on m'a arrêté en fin d'Espoir 2, donc à 20 ans. Du coup, j'ai continué le STAPS. Et j'ai eu la chance d'être à Besançon, qui est finalement une université avec Frédéric Grapp, qui est toujours directeur de l'innovation dans l'équipe. Finalement, de faire les études et d'être dans ce couloir-là où la majorité des entraîneurs des équipes cyclistes pro sont venus à Besançon faire D'accord. leurs études. Donc, il y avait vraiment une grosse Il y a ce activité. lien-là entre Ouais. l'université ici, donc très locale, et vous. En fait, le lien, c'était surtout Frédéric Grapp, qui a été un des premiers entraîneurs Ok. dans les équipes françaises, Ouais. qui était maître de conférence là-bas. Et au final, il y a eu dans le cursus entraînement sportif, licence, master, moi, j'ai poursuivi sur une thèse. Et en fait, ma thèse, je l'ai fait au sein de l'équipe FDJ à l'époque. Et, ok. ma mission était... Elle était double. Elle était à la fois, on était finalement au début des data. C'était vraiment l'époque où les capteurs de puissance se sont généralisés. Ok. Et ça a quand même révolutionné toute l'approche un peu du vélo au niveau entraînement, parce que ça nous permet de mesurer vraiment l'effort qui est produit. Donc il y avait un versant sur l'évaluation du potentiel physique des coureurs via les données de puissance. Et l'autre versant, c'était comment on améliore le matériel, parce que nous, on a une grosse dimension mécanique aussi. Bien sûr. Et finalement, on se retrouvait avec des gros écarts entre les marques, les différents fabricants. Et du coup, nous, on a apporté des compétences en interne pour collaborer avec les marques pour développer le matériel. Et du coup, dans le cadre de ma thèse, c'était aussi mettre un petit peu d'approche scientifique dans le développement du matériel, donc tout ce qui est aérodynamique, ce genre de choses. Donc, Et les marques se servaient de ton travail, enfin, pour pas le citer, c'était la pierre à l'époque, ouais, se ça. servaient de ton travail pour améliorer le vélo de Monsieur Tout-le-monde. Ouais, on collaborait carrément. ensemble. Ok, Ouais, d'accord. parce que, en fait, nous, on est vraiment des panneaux publicitaires au final. On n'est pas rattaché à une ville où Bien sûr. on représente Ah, une ouais, marque ouais. qui met de l'argent, et finalement, les partenaires, c'est la même chose. Ils servent de nous Ok. pour mettre en avant développer, les produits qu'ils vendent. Ok. Sauf que pendant longtemps, il y avait un contrat de partenariat. Le partenaire fournit le matériel, donne un chèque avec, ça se monnaie, Ok. et puis basta. Sauf que de plus en plus, avec le... Du coup, c'est quand même les anglo-saxons qui ont poussé à la pointe D'accord. tous les courseurs de ces gains marginaux, d'amener la science dans l'optimisation de la performance. Finalement, tout ce qui est vélo a passé un gros step. Et nous, via Fred, via le labo, on a beaucoup fait avancer ça. Et, Ok. et la première partie de ma thèse, et même finalement mes 10 premières années dans l'équipe, j'avais une grosse partie de mes missions qui était sur la recherche et le développement au final. Mais Ok. toujours en relation, on collaborait en fait. Ouais. Ok, Parce que la d'accord. partie industrialisation, ça peut être que eux, Oui. qui la maîtrisent. Oui. Par contre, toute la partie testing, le lien avec les athlètes, les tests en soufflerie, ou en CFD, c'est la simulation numérique, ce genre de choses, c'est nous qui l'avons poussé. Et D'accord. finalement, ça a servi à développer les vélos Lapierre. Ah, magnifique. Derrière, ils étaient plus performants. Et D'accord. je pense que l'image aussi Lapierre sur route, parce qu'à l'époque, ils étaient vraiment très, très forts en VTT, D'accord. a aussi D'accord. été bien tout upgradé. le monde Et gagne. c'était gagnant-gagnant, quoi. Tout le monde a gagné. Et pour le coup, depuis 2 ans, on a changé pour différentes raisons. On cherchait à garder une marque où, pareil, on garde la collaboration dans le développement. D'accord. Ok. Et on est qu'une marque italienne, Villiers, où, pareil, on a développé l'an passé, pour nous, le vélo de chrono de contre-la-montre le plus rapide du marché. Via, pareil, une méthode de développement qui, eux, solo, n'auraient pas été si loin. Nous, solo, n'auraient pas été si loin non plus. D'accord. Mais en Ouais, donc c'est mutualisant les gagnant-gagnant. connaissances, on a réussi à faire un beau vélo. Et du coup, on fonctionne un petit peu comme ça avec tous les partenaires qu'on a. Ouais, nous, on a moins cet aspect-là dans le foot. Mm. Enfin, je dis nous, dans le foot spécifiquement, parce que tu prends un ballon, allez, peut-être t'as les crampons, mais encore. Par rapport à des sports individuels comme ça, où tu as des aspects d'ingénierie en fait, Ouais. mécanique qui sont dingues sur la recherche. Et développement. Ouais. Et donc, vous avez des personnes internes, par exemple des C'est ça. ingénieurs chez Ouais, vous. ouais. On a Ouais, un ok, ingénieur à d'accord. temps plein. Le directeur technique, c'est un ancien professionnel, Jérémy Roy, qui a fait une longue carrière, donc qui a fait ses études d'ingénieur, qui a fait une carrière professionnelle et qui est maintenant dans l'équipe en tant que directeur technique.
donc qui pilote aussi ces travaux-là. Et on est 3. Il y a Frédéric Grapp, directeur de l'innovation, et en plus de ça, on est 3 PhD, sport scientists, à intervenir aussi dans cette sphère matériel, posture, position, pour optimiser tous ces versants de la performance sur les aspects position, matériel. Alors moi, je vais extrapoler un petit peu. Ça t'énerve pas de voir que des équipes comme vous travaillent parce que vous avez peut-être moins de moyens que les autres, et les autres arrivent, mettent un gros chèque sur la table, se payent les meilleurs coureurs, et à la sortie gagnent. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant au niveau performance et compétition? Non, pas vraiment. Après, c'est aussi logique. Je veux dire, tu prends dans le foot, les marques les plus riches, c'est peut-être Nike, Adidas. Finalement, c'est elles qui vont avoir les plus gros joueurs. Et finalement, dans le vélo, c'est un petit peu pareil aussi. Les plus grosses marques de vélo vont forcément aller vers le champion parce que c'est lui qui va faire la plus belle promo. Ouais. Donc il y a ça aussi. Et finalement, les plus grosses marques, elles ont plus de moyens de R&D, donc elles ont moins besoin des équipes pour développer. D'accord. Et finalement, nous, je pense qu'on a un compromis qui est intéressant, et qui correspond aussi à la philosophie de l'équipe. C'est pas par défaut qu'on le fait, c'est aussi, on croit à cette approche-là de développement, de collaboration sur des beaux projets. Ouais. D'accord. Ouais, ça me fait penser à des clubs un peu comme en Espagne où il y a des philosophies où on veut rester local, pas acheter de joueurs extérieurs, etc. C'est aussi une identité très, très liée à l'équipe. Donc, ça pousse à l'innovation, à la Ouais, recherche, c'est ça. test. C'est ça. Le lien recherche-développement, ça permet au final d'avoir des résultats aussi autant que faire de l'achat et aller chercher d'autres formats. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de long terme où il y a de la fidélité, aussi bien avec les coureurs qu'on forme, qu'on développe, mais aussi dans les collaborations de travail qu'on a. Ça fait un peu une petite transition toute trouvée, un peu si on enchaîne sur philosophie d'entraînement, le lien avec l'approche scientifique. Oui. Si tu devais définir un peu la philosophie d'entraînement que vous prenez, que toi tu prônes, comment tu verrais ça? Comment tu le définirais de manière globale? Ça, c'est une question qui est large, qui est complexe à répondre. Moi, si je peux la définir, je prône finalement un modèle d'entraînement où je veux que le cycliste il soit acteur de son modèle. Et finalement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on apporte dans tous les aspects, on a tendance à avoir des coureurs un petit peu en mode robot, qui vont être des super élèves, finalement, qui vont tout bien faire au niveau de l'entraînement. Donc évidemment, toute la planification d'entraînement, elle est réfléchie par les coachs pour les améliorer sur le plan physiologique. Le mec, il va faire à bloc tout ce qui est prépa physique maintenant. Pendant très longtemps, il n'y avait quasi pas de prépa physique. On avait des coureurs qui pédalaient, mais qui n'étaient pas vraiment des athlètes, qui faisaient très peu de gainage du haut ou musculation du bas. Ça, c'est quelque chose qui est quand même bien arrivé depuis une dizaine d'années. Qui fait tout bien sur la nutrition, qui fait tout bien sur la récup, sur plein de choses. Mais en fait, il se retrouve exécutant et il arrive en course, là où finalement ça commence. En fait, limite, il croit que son boulot, il est fait, quoi. Il a tout bien fait les étapes d'avant. Mais en fait, c'est seulement à partir de là que ça commence. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir pas des bêtes de tests ou des athlètes modèles. Ce qu'on veut, c'est des compétiteurs performants en compétition. Finalement, on se rend compte que les coureurs qui sont les meilleurs exemples, c'est des coureurs qui se connaissent eux-mêmes, qui n'ont pas besoin du compteur, de savoir le nombre de répètes qu'ils ont, à combien va leur fréquence cardiaque, pour savoir s'ils sont bons. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de prôner, nous, c'est ça. Certes, on utilise tout un tas de data, de capteurs, on essaie de mettre plein de choses en place, mais à la fin, ce qu'on veut, c'est que le coureur, il comprenne ce qu'il fait, pourquoi il le fait, il l'intègre et qu'il est... Alors, pas qu'il soit autonome, parce que c'est pas possible 100% autonome, et sinon, indirectement, on arriverait vers trop de confort. Mais avoir un coureur qui est connecté et qui sait dire ça me réussit. Parce que aujourd'hui, tous les jeunes ont tendance à regarder Strava, Instagram. Lui, il s'entraîne comme ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Et c'est tout le temps les autres et à vouloir copier les autres. Mais finalement, tout le monde est différent. Chaque coureur va réagir différemment à certains stimuli d'entraînement. Donc, la philosophie que je défendrais, moi, ça serait ça. Ça serait vraiment de rendre le coureur acteur de son modèle de performance. Ouais. Et c'est un petit peu comme ça qu'on essaie de fonctionner, c'est que l'équipe, elle met à disposition plein d'outils, d'experts, de compétences. Mais ce qu'on veut, c'est que le coureur, il se les approprie aussi. Pas qu'il soit fermé, on veut pas un athlète qui dise non, ça je veux pas, je fais mon truc, évidemment. Mais par contre, qu'il soit capable de savoir ce qui est bon pour lui après l'avoir testé, quoi. Quand même, avoir toujours de l'ouverture. La difficulté aussi dans notre sport, c'est qu'il y en a beaucoup qui
qui arrivent à ce niveau-là avec des méthodologies qui ont été transmises avant, soit par des éducateurs, soit par les parents qui ont fait du vélo il y a 30-40 ans. Ouais. Mais tout a tellement évolué qu'au final, ça peut être aussi ces croyances peuvent être très limitantes. Donc notre rôle, il est d'essayer d'accompagner ces coureurs vers ce modèle-là, quoi. Là, tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux et de l'importance actuellement. On s'est rendu compte que Pogacar, la dernière fois, se filmait à faire un échauffement avec élastique. Ouais. Chose qu'on prône prône beaucoup. depuis 6-7 ans moi, avec les coureurs G. J'ai reçu des messages sur Instagram me disant quel échauffement je pourrais faire. Comme Pogacar. C'est des choses, Pogacar, c'est incroyable. Il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Pogacar, il met aussi un petit capteur de mesure de la température, le système corps. C'est pas le système le plus valide. On est sur la peau, c'est pas l'idéal. En fonction de comment on l'utilise, si on l'utilise en extérieur, selon le type de maillot qu'on va avoir, ou si on l'utilise sur home trainer. Finalement, le chiffre qu'on a peut-être sur le compteur, tout le monde fait de l'acclimatation chaleur avec ce capteur-là, sauf qu'il ne fait pas référence. Et il peut y avoir d'autres outils à utiliser plus pertinents. Et vu que Pogacar l'utilise, aujourd'hui, tout le monde pense qu'il faut passer par ça pour faire de la bonne acclimatation à la chaleur. Mais bon, ça, c'est le monde d'aujourd'hui et les réseaux. On est obligé de s'adapter à ça, on ne peut pas aller contre, mais ça demande de faire beaucoup de pédagogie. Justement, de toujours essayer d'avoir la confiance des coureurs par rapport à ce genre de choses, parce qu'on aurait tendance à tous les 3 matins acheter un nouveau capteur, qu'on voit le bracelet Whoop ou la bague, je ne sais plus le nom là, qui donne tous les indices le matin. Le coureur qui se lève, couvre son appli pour savoir comment il a dormi, si sa variabilité de fréquence cardiaque elle est bonne, et là on a l'envers, typiquement, c'est ce qu'on... Pour autant, c'est quand même des indices qui sont intéressants. Donc notre rôle et notre challenge, il est là, il est d'essayer d'utiliser quand même certains de ces outils, de ces capteurs, mais de ne pas en être esclave, quoi. Et du coup, de bien éduquer à l'utilisation de tout ça. C'est ça. C'est comme si nous, maintenant, avec tous les indicateurs aussi qu'on a de force, le VBT, les plateformes, c'est tu sautes 35 cm et nous, on ne vient pas éduquer autour de qu'est-ce que ça signifie, pourquoi à ce moment-là, etc. C'est ça. Quand tu atterris. Non, mais tu vois, même qu'est-ce que ça signifie concrètement. Est-ce que c'est un vrai reflet de la performance? Est-ce que c'est juste un indicateur peut-être une partie d'une qualité musculaire? Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal maintenant à avoir, encore plus avec les réseaux, là, tu l'as dit avec Pogacar, mais en foot c'est pareil, des fois on l'a vu avant, nous c'est des fois on se bat contre le J-2 repos parce que il y en a qui montrent que J-2 il faut faire repos, ça a été aussi le rôle de massage pour faire de la récup, pour enlever des courbatures, on se bat contre ces mauvaises constructions de choses. Donc, cet empirisme qui nous... Et en football c'est énorme, l'empirisme c'est énorme. Mais c'est important du coup d'éduquer autour de tout ça. Et vous du coup, quelle forme ça prend? C'est vraiment dans comment vous construisez l'entraînement et comment vous apportez les choses, dans ce que vous attendez aussi, peut-être dans l'exigence, dans je sais pas, les types d'efforts par exemple, ou est-ce que c'est aussi, vous avez des formats avec beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie comme tu as dit avant? Une grosse difficulté par rapport à ça, et surtout par rapport au foot, c'est que nous on n'a pas les coureurs tous les matins face à nous pour leur expliquer et débriefer. Ça serait c'est le modèle rêvé. C'est ce qu'on essaye ici de mettre en place à Besançon avec le centre de formation, la Conti, où les coureurs sont une bonne partie de l'année ici à Besançon. Et là, c'est plus facile à mettre en place, mais c'est compliqué. Mais en fait, dans la culture du vélo, c'est pas possible d'arriver à faire déménager tous les coureurs au même endroit et être en format... pour nous, c'est format stage toute l'année. Donc ça, c'est la complexité. Donc ça veut dire il y a tout le temps de la communication. Le coureur, déjà, lui, doit être autonome. Donc je pense comparé au sport co où il y a des horaires respectés. Il y a un gouffre. Nous, les coureurs, ils sont obligés de se prendre en main. Tu n'arrives pas à ce niveau-là sans te prendre en main. Certes, tu as des qualités de base, tu peux arriver à un bon niveau, mais après, pour performer et durer chez les pros, tu es obligé de te prendre en main. Et après, nous, c'est des accompagnés à distance. Donc c'est beaucoup de téléphone, de visio. On a une plateforme interne qui recense tout. Et du coup, c'est ça qui permet de centraliser. Mais après, ça passe par beaucoup de temps d'échange, donc via le téléphone. Et puis au-delà de ça, on a quand même, entre-temps, des stages. Stages de préparation, donc surtout l'hiver, avant les compétitions. On va en Espagne pendant 8, 10, 15 jours, voire 3 semaines quand on met de l'hypoxie dans le cycle d'entraînement. Et là, on a les coureurs sous la main. Un petit peu comme on discutait tout à l'heure, comme fait Marseille en ce moment à Rome, le Retiro. Ça, finalement, c'est notre modèle à nous. C'est soit... Mais nous, on passe de tout à rien, finalement. On passe de Retiro à les mecs sont en autonomie chez eux, répartis aux 4 coins de l'Europe.
Et du coup, la difficulté, elle est là, mais ça passe par beaucoup d'échanges, programmes d'entraînement avec des conseils d'entraînement, conseils de nutrition, la Ok. séance qui est réalisée, puis derrière des briefings à distance, comment tu t'es senti sur l'exercice. Ouais. Ça, c'est plutôt bien, pas bien, et tu construis comme ça. Je pensais pas du tout que c'était comme ça. Ouais. Mais naïvement, tu vois, je Mhm. pensais pas du tout que c'était comme ça. Je pensais que les mecs, ils habitaient à Besançon. On a que les jeunes qu'on arrive à avoir entre mars, parce que pour le coup, ici, Besançon, avant le mois de mars, le météo, les gars brûlent pour faire du vélo. Et entre mars et octobre, ouais, on Ok. essaie de les avoir Et donc là. après, ouais, ils Ouais. sont chez eux et C'est ça. ouais, en fait, vous coachez à distance, quoi. Coach à distance, ouais. Ok. Mais c'est culturel, il y a des équipes qui ont essayé vraiment de Ouais, c'est pas faire. forcément. Une époque, ils avaient fait un centre à Gironne, d'autres sur Nice, Monaco, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont à ce endroit-là. Il y a Andorre aussi, parce que pour Ouais. les avantages fiscaux, il y a quand même beaucoup de coureurs cyclistes, soit sur Monaco, soit à Andorre. Mais au final, toute une équipe, culturellement, on n'y arrive pas. C'est dur. Dans le foot, c'est obligé, Ouais. finalement. Tu dois jouer tous les matins au même endroit. Bien Donc, sûr, tu te poses pas la question. facile. Nous, finalement, ça va rentrer. Tu as beau vouloir essayer de mettre ça en place, au moment où tu vas recruter, le mec va dire ouais, je viens, mais s'il y a ça, je viens pas. Et en fait, tous les modèles se sont écroulés, quoi. Ok. Moi, je rebondis sur les stages hypoxiques, puisqu'on est à la partie entraînement. Ouais. Stage hypoxique, donc toi, je suppose que tu as vu l'évolution Ouais. en 15 ans, Ouais. entre le train high, train low. Ouais. Et, voilà. Qu'est-ce que tu prescris maintenant? Il y a des durées minimum, des altitudes minimum, des... Là aussi, il faut beaucoup d'individualisation. Ok, Nous, c'est vrai que chez certains coureurs, ça n'a pas amené des résultats positifs. ok. Pour autant, dans toutes les études scientifiques, c'est positif. Mm. Du coup, tout le temps sur des groupes, Mm. quand c'est bien fait, Mm. ça va être positif. Mais D'accord. si nous, on est quand même... Et c'est là la difficulté, finalement, de servir de tous les articles scientifiques où on fait des moyennes de groupes. Mm. Et souvent, c'est pas des athlètes de haut niveau. Ouais. Et derrière, de faire de l'individuel comme on le fait nous, quoi. Mm. Donc, on est obligé de faire aussi de l'essai-erreur, finalement. Mhm. D'accord, Et avec certains, même en changeant l'approche, l'altitude leur convient pas. d'accord. Par exemple, à mon frangin, lui, ce qui lui convenait pas, c'était le sommeil. Il a D'accord. toujours eu des problèmes de sommeil. Ok, Et en fait, on sait qu'en altitude, le sommeil est dégradé. Et du coup, pour lui, c'était dur et ça entravait finalement l'entraînement. d'accord. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est quelqu'un d'hyperactif. Et en fait, être 3 semaines au même endroit à faire entraînement, hôtel, Je dans la tête, Ouais. il explosait. Ouais, bien sûr. Donc, soit on le met sous tranquillisant et on chatte la prise, Ouais. c'est pas notre philosophie. Ouais, Et donc, clairement, ça apportait pas les effets. Il y a Ouais. plus de contraintes que d'effets positifs d'accord. que tu peux avoir, quoi. Ok. On a d'autres coureurs au niveau énergétique, c'est pareil, l'altitude crée un tel stress qu'on n'arrive pas à compenser ça finalement par la nutrition, par l'équilibre entraînement, nutrition, récup. Ok, Et finalement, c'est pas grave. On les accompagne différemment, tu vois. d'accord. Mais c'est sûr que ça reste une méthode qui, quand elle est bien réalisée sur des athlètes qui sont répondeurs, qui est hyper intéressante. Donc, Donc, tu as vu l'évolution en 15 ans, avec plus Ouais. de stages en hypoxie, plus de stages Ouais. et on est plus précis sur l'accompagnement. Maintenant, on a d'accord. notre protocole qui est relativement solide. D'accord. Le bilan sanguin en amont. Parce que déjà, la même personne, selon certains paramètres sanguins, Ouais. peut aussi être dans une période où l'âme dans l'altitude, finalement, Ouais, c'est une erreur. Donc finalement, ça met un no-go avant d'y aller. Ok. Si par exemple le fer, il est pas bon ou Mhm. certaines Ok. choses. Et Ça t'est arrivé de faire une prise de sang à un mec 2 jours avant de partir, tu vois sa prise de sang, son fer bas, et dire tu viens pas. ouais, ça on l'a fait une fois. Le plus dur, c'est pas avant, c'est pendant. On le sait qu'un un athlète qui tombe malade en altitude, on sait que c'est hyper compliqué ça va entraver les effets du stage. Ok. Oui. Pour autant, ça c'est le truc vraiment le plus dur à faire. Dire à C'est- ton mec, Parce que quelle est la limite entre bon, j'ai un petit mal de gorge, quand pire un petit peu, Ah ouais. tu réduis l'entraînement, puis tu te dis ah quand même je suis à Tenerife. Parce que du coup, si tu te retires du stage, le cours dans sa tête, bon bah j'ai pas fait le stage, je vais pas marcher, tout s'effondre. Bien sûr. Ouais, t'as sûr. ces Donc tu te psychos dis aussi, bon ouais. bah on va voir avec le médecin, allez petit traitement antibio de 3 jours, peut-être ça va passer. Et puis au final, c'est terrible parce qu'à chaque fois, derrière c'est pas bon. Mais la Ah ouais. décision elle est difficile à prendre, tu vois. D'accord. L'an passé, avec un athlète qui préparait des grosses échéances, il fait 10 jours bien, il commence à tomber malade, et du coup, on fait suivi quotidien. Bon, bah, demain, si ça va pas mieux, tu rentres. Ah, ça va mieux. Hop. Et en fait, à J+4 du début de trêve, là, ça a vraiment décompensé. Il a fait une nuit où la stat était hyper basse. Bon, bah, il rentre à la maison, on arrête le stage. Ok. Mais du coup, avec le recul, on se dit, ouais, si on avait pris la décision dès le début, mais en fait, il y a aussi certaines fois où le mec, il a un petit mal de gorge sur 2 jours, ça part, et puis derrière, Ok, ça marche.
Et ça, c'est compliqué. Parce Ok. qu'on le sait, on a la Ouais. connaissance. Mais Ouais. prendre la décision et être certain qu'il faut rentrer chez toi, C'est ça qui est fantastique. ouais, Parce que- la connaissance, je Bah pense oui. qu'aujourd'hui, certes, il y en a qui sont plus en avance que d'autres, mais Ouais. tout le monde là, le plus dur, c'est la mettre en pratique. Bien quoi. sûr. Et durée minimale pour un stage hypoxique? Nous, on raisonne comme la plupart des études, on est sur 3 semaines. 3 semaines. Après, quand les cycles se répètent, Ouais. ça peut être quand il y a moins de 2 mois, 2 semaines peuvent suffire, tu vois, Ok, d'accord. en fonction des effets que tu recherches. Après, il y a des choses nous, qu'on a expérimentées qui marchent plutôt bien, parce que ça représente aussi les coureurs. Nous, ils sont souvent partis de chez eux, de la maison, pour les compétitions. Oui. Ils partent longtemps. Les grands tours, ça dure un Mhm. mois. Ça dure 3 semaines. Donc, au final, Ça fait des tu longues peux te retrouver avec périodes, des coureurs qui passent les 2 tiers de la saison loin de chez Ouais. eux. Parce que une famille et tout, ça peut être... Bien sûr. Le versant Ça joue. mental peut prendre le dessus sur le gain que tu vas chercher. Et du coup, on teste différentes approches où l'acclimatation, on sait que les 5-6 premiers jours sont très light, le temps que le corps s'adapte. Là, tu ne mets pas tout de charge de travail. Ouais. Ça nous arrive que ces 5-6 jours, le coureur les fasse, lui, avec sa famille, soit à l'endroit où on est, Ouais, magnifique. soit ailleurs, ou soit il peut avoir une tente hypoxique chez lui pour faire la clim. Et il vient sur que 15 jours, tu restes déjà quasi une semaine avec l'équipe, où là, du coup, tu vas plus loin dans l'entraînement parce que le coureur, il est Et accompagné. adapté. Et on a un autre modèle aussi qui fonctionne bien, c'est parce que l'hiver, faire de l'altitude réelle, il n'y a pas beaucoup d'endroits en Europe, au final. En Europe, ouais. Donc nous, le meilleur endroit, c'est à Tenerife, à Teide, au volcan, là, on a 2100. Pour autant, c'est hyper montagneux. Et sur le début de saison, on peut avoir envie de préparer des coureurs plus typés classiques. Ouais. Et finalement, Pas trop de se retrouver sur 3 semaines à faire que monter, descendre le volcan, c'est trop montagneux, trop dur pour eux. Et finalement, on découpe un petit peu en deux l'approche avec une première partie en altitude réelle, Ok. une deuxième partie en altitude simulée, soit en tente, soit il y a certains hôtels en Espagne aussi où tu es en altitude simulée. Ok. Comme tu te vous ici. retrouves, comme Donc, ici, ouais. D'accord. Sauf qu'ici en hiver, c'est pareil, c'est pas idéal. Ah Donc ouais. on vient pas Ah, ici, mince. on va en Espagne, Ah oui, où bien là sûr. on a encore une météo qui est idéale. Et on a des parcours d'entraînement plus sympas pour ce type de profil-là. D'accord. On travaille d'autres qualités. Et ouais. Ok. Ça mixe finalement le type d'hypoxie qu'on a, mais à la fin, Ouais, vous avez. on a un bon ratio Ok. stimulation hypoxique avec les adaptations qu'il y a, plus l'entraînement qui est fait sur ces stages. Quoi. Nous, en football, on se retrouve confrontés sur l'hypoxie, on le voit surtout en Amérique du Sud, Ouais. avec des matchs, tu vois, en Bolivie, Ouais. à des altitudes maximales. Ouais. Et les gens ne savent pas quoi prendre comme technique. Ouais. Tu vois, ils ne savent pas s'il faut arriver 5 heures avant le match. Il y en a qui l'ont tenté. Ouais. En avion, on parle de sélection nationale. Hein. Ouais. Ou alors venir 3 jours avant, tenter. Ouais. Enfin, on est vraiment, je sens le football dépourvu par rapport à ça. Ouais. Tu vois. Ouais. Alors nous, on a peu ce phénomène-là en cyclisme sur route. Par contre, en VTT, ils l'ont. C'est-à-dire qu'il y a certaines coupes de VTT qui sont en station, qui sont à 2000 mètres. Du coup, tu fais ta compétition à 2000 mètres. Donc du coup, là, c'est pareil, ils ont des techniques d'approche Ouais, différent. la même matière que le jet lag au final. Il y en a qui Ouais. prônent la technique d'arriver en last minute ou alors C'est ça. d'arriver 10 jours avant, le temps d'être parfaitement synchronisé. Ok. Il y a différentes approches. Nous, on n'a pas trop ce problème-là. Parce que finalement, l'altitude, on est surtout confronté sur les grands tours. Ouais. Sur les grands tours. Ok. Pour autant, je crois, il y a eu un mondial en Colombie, je crois, dans les années 90, où il y a ce problème-là. D'accord. À Duitama, je crois, ça devait être à 2000. Et là, cette année, Et au cette Rwanda, année, au Rwanda, il y a quand même un petit paramètre altitude. Ouais. Je ne suis pas certain que ce soit tout en haut, tout en haut, mais... D'accord. hmm. Oui, parce que Mais la finalement, totale nous, on est par moins rapport- gênés parce que la plupart font des stages Ah oui. d'altitude avant. Oui. Bien Donc, sûr. vont être habitués à faire des efforts à Ok. ces altitudes-là. Quoi. Mais ouais. Tu nous avais parlé de SAT tout à l'heure, Ouais. je suppose que c'était la saturation en Ouais, oxygène. en oxygène, ouais. Est-ce que vous avez est-ce que vous utilisez des capteurs au niveau musculaire sur la saturation en Non, oxygène? ça par contre, non. Je sais Ok. qu'il y a le capteur, ça s'appelle Moxie, je crois. Mm. Ouais, c'est ouais, ça. si. Ouais. Ça, non, on n'a pas trop utilisé. Il y a des papiers qui sortent là-dessus. Et il y a il y a pour une sur raison les seuils, tout pourquoi ça. vous ne l'avez pas encore utilisé. En fait, Moi, je l'ai utilisé, c'est pour ça. Ouais. Et ça Et- t'a plu? T'as des résultats intéressants? Ouais, il y a des régions. En fait, nous, on l'a utilisé dans un protocole sur une des qualités fortes en foot, c'est de la répétition de sprint. Ouais. Capable de répéter les Ouais, efforts. ouais, Donc, un des travails pour répéter les sprints, c'est des types 5,25, 5,15. Et comme Ouais. tu vois, donc tous tes joueurs font 5,25 et 5,15. À un moment donné, on s'est posé la question, mais d'accord, mais ils récupèrent pas de la même façon, Ah oui, ils oui. agissent pas de la même façon, etc. Ouais, ouais, ouais. On a mis des Moxie sur les membres inférieurs et effectivement, dans l'objectif de venir en fait adapter les temps de récupération par rapport au niveau de saturation et de resaturation pendant la récupération Ouais. en oxygène. Et Ouais.
Et en fait, on a eu des écarts de dingue Ouais. sur les profils, sur les membres inférieurs. Ouais. Donc, d'où ma question, c'était pour voir un petit peu. Non, ça, nous, on ne l'a pas utilisé. Par contre, tu vois, ça me fait penser à une technique qu'on utilise de temps en temps à l'altitude, c'est le RSH. Donc, pareil, c'est les sprints répétés, mais qu'on fait en hypoxie. Bah, je pense qu'il y en a pas mal dans le rugby aussi. Peut-être plus, t'en vois plus dans le rugby qui font ça que dans le foot, dans les approches. C'est des fous du watt bike dans le rugby. C'est Donc, ça. Donc, et du coup, tu fais en hypoxie à 2500, 3000, 4000 mètres. Et du coup, ça, on le met aussi en place. Et c'est vrai qu'on est sur ce type d'effort 6-14 ou 6-24 ou 10-20. Parce que ça, au final, il y a, je pense qu'il y a des. Au niveau individuel, vous devez voir quand même des différences de fou sur les prises en charge. Ouais. Et ce qui me fait basculer sur une autre question. En fait, on parle beaucoup d'entraînement individuel là, depuis tout à l'heure sur le cyclisme. C'est quelle est la part de l'équipe, du collectif dans le... Parce que moi, je regarde le Tour de France en tant que spectateur naïf. Et bon, je fais des spéculations, mais en fait, comment on travaille en équipe dans le cyclisme et comment on travaille individuellement, etc. Ça se passe comment un petit peu? C'est vrai que la difficulté, nous, c'est qu'on est à cheval entre un sport purement individuel. Comme le triathlon par exemple, là t'es vraiment tout seul, c'est toi qui te fais avancer tout seul. Ou un sport collectif comme le foot, où c'est collectivement, où t'as un objectif. Nous, finalement, on est entre les deux. Le coureur, il est tout seul sur son vélo pour pédaler. Pour autant, l'équipe permet aux leaders ou aux coureurs d'aller gagner. Via les phénomènes d'aspiration, via les stratégies qu'il peut y avoir. Et du coup, là, sur la partie entraînement, nous, on peut se servir du groupe pour aller chercher plus de stimulation à certains moments. Et je pense que sur vos séances aussi physiques du foot, vous devez le sentir sur de la VMA. Le fait qu'il y ait de la confrontation, il y en a qui vont aller plus loin, parce qu'ils veulent montrer aux autres qui sont plus forts et compagnie. Ça, on peut l'utiliser. Après, en course, à part les tempos en montée, tu sais, c'est si tu as ton leader grimpeur et c'est ton équipe qui imprime le tempo, là, tu t'habitues à ce que les équipiers impriment le tempo pour que le leader soit dans la roue avant de produire son attaque. Là, tu as une dimension collective dans l'entraînement. Pour autant, le reste, c'est plus de la stratégie et ça se met en place plus en course parce que tu es dépendant des autres. Tu peux difficilement représenter. C'est toi l'approche d'un sprint, par exemple. On fait en stage des approches de sprint où tes deux trains, entre guillemets, qu'amène ton sprinter et tu as un coureur qui fait un relais entre 1 km de l'arrivée et 600 mètres, entre 600 et 300. Ton sprinter, il déclenche à 250-300 et puis tu te règles en fonction un petit peu du profil. Ça, tu le fais pour un peu gérer le timing et puis que chacun prenne bien son rôle. Pour autant, le jour où tu es dans la course, tu as 22 équipes autour de toi, tu as des ronds-points, des doudanes, des îlots, des virages. Et du coup, ça, c'est complexe. Mais pour autant, il y a quand même une première phase où tu mets en place l'ordre en fonction des qualités physiques des uns et des autres avant ton sprinter numéro 1. Vous y abordez quand même en entraînement, mais c'est pas une part... très peu. Dans les mises en place que vous faites dans le foot, tout ça, nous, on le fait, on le fait très peu. Un petit peu sur l'approche sprint, comme je te le disais, un petit peu l'approche montagne avec des tempos. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a combien d'équipes de l'année font des tempos, il y en a moins qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on le bossait beaucoup. Aujourd'hui, c'est tout le temps les 3-4 mêmes équipes qui font les gros tempos. Donc, par contre, les fois où on a un niveau inférieur, il faut qu'on soit capable de le faire. Et tu vois, il y avait des courses là en Franche-Comté il y a 3 semaines. Où finalement, Guillaume Martin a gagné 2. Et là, on se retrouve à une situation où nous, on avait le leader, un petit peu le favori. On avait du coup des jeunes équipiers qui ont fait un super boulot pour ça. Et c'était plaisant de remettre ça en place parce que sur 10 années, on l'a perdu ce réflexe-là. À Oman aussi, quand on avait dû à gagner, l'équipe elle avait bien bossé et on retrouvait des schémas de course qu'on connaît moins aujourd'hui dans le World Tour avec les 3-4 grosses équipes, on le fait moins. Et une autre dimension, c'est le chrono par équipe. Alors il n'y en a pas beaucoup des chronos par équipe. Il y en a de moins en moins. Et ça, par contre, c'est une discipline moi, qui m'a toujours passionné. Alors, c'est quoi le chrono par équipe? Et du coup, c'était ton équipe, 7 ou 8 coureurs. Sur un grand tour, c'est 8. Sur les autres courses, c'est 7. Et en fait, tu as une distance à faire. Généralement, c'est entre 15 et 30 km. Et tu dois la faire dans le temps le plus court. Donc, du coup, tu vas te relayer. Donc là, tu as le matériel du contre-la-montre. Tu as une position qui est inhabituelle. Parce que la plupart du temps, c'est sur un vélo de route, tu es plus redressé. Là, c'est tout optimisé aéro. Et tu dois... la plupart des contre-la-montre sont individuels. C'est-à-dire, le coureur, il part, il est tout seul, il a son temps. Là, c'est l'équipe qui doit arriver. Et selon certains formats de course, tu dois arriver à 4. Donc, tu as le droit d'en perdre 4. Et là, ça fait 2-3 ans que sur Paris-Nice,
C'est uniquement Ah, le c'est vrai, temps ouais. du premier qui arrive. Donc là, du coup, tu Tactique. réfléchis à Ouais. mettre des Ah, stratégies. La stratégie, Super. ouais. Et je pense que l'an prochain, autour, le départ à Barcelone, ça va être C'est une ça. stratégie un petit peu comme ça, à la D'accord. hauteur de Barcelone. Et- C'est un et- petit peu plus spectaculaire. Et là, Ouais, tu c'est mets en bien, place ouais. des stratégies. Tu vas écnomiser ton leader au début. T'en as qui vont rouler Ok, plus ouais. sur le Ah, plat. c'est T'as une génial. bosse. Puis c'est une notion c'est de pas jeu mal. un peu. Là, il y a une notion plus, Ouais. plus collective, stratégique, quoi. Qui est sympa, ouais. Ok. Mais quand Julien parle de tactique, enfin pour avoir la chance de bosser avec Arnaud et encore actuellement, mais je trouve que le sprint c'est quelque chose de totalement méconnu par le profane qui regarde le Tour de France. Ouais. Mais tactiquement, mais c'est incroyable. Quand Ouais. on commence à s'y intéresser, Ouais. mais à 10 bandes de l'arrivée, mais c'est fantastique ce qui se met en place. Mais en fait, si t'as pas le regard connaisseur, Ouais. les gens vont dire les étapes de sprint du Tour, on C'est s'ennuie. exactement. Sauf qu'en fait, quand vraiment on C'est s'intéresse, les 10 derniers kilomètres, c'est vraiment. Ah, mais c'est un balai, hyper c'est technique. Ouais. Et puis on se rend pas compte à la télé dans le canapé de la vitesse que ça a Ouais. et le fait qu'il roule Frotter sans tout, ouais. protection aussi proche. Ah ouais. Et c'est Ouais, vrai que c'est- c'est la c'est réalité des- virtuelle dans Ouais. des choses comme ça. Il y a des trucs sympas où on se rend vraiment compte. Les Les gladiateurs, mecs, les mecs. c'est Ouais, il y a dangereux. quatre- il y a Coup 4-5 d'épaule, ans. les- Il y a 4-5 ans, je pensais que les mecs, en fait, donc tu sais, tu me parlais des ceux qui ouvrent hein, la voie avant, Ouais. etc. Je pensais que les mecs abandonnaient, en fait. Le Ouais. Je me suis intéressé pendant le Covid, à partir du Covid, je dirais, sur essayer de comprendre des stratégies, tu vois, Ouais. de Tour de Passionnant. France, etc. Avant, je regardais vraiment, toujours regardé, mais très. Avec ton œil de footeux. Ouais, avec le fauteuil, exactement. Ouais, c'est Passionnant, de fou. Ouais. Ouais, c'est passionnant. Ouais, c'est vrai que le timing dans un sprint, il y a tellement de monde dans un peu d'endroits. Il y a un virage à 700 mètres, il y a une équipe les 20 équipes veulent prendre le virage Ouais. en tête. Donc il faut avoir le coureur physiquement qui arrive à se dégager, mais qui garde la place avec Ouais. son Sans sprinter se dans la cramer roue. aussi. C'est ça. Et- C'est technique et, ça c'est intéressant. Ouais. Et ce qui ressort des sprinteurs actuellement, les mecs ils disent c'est au premier qui va freiner quoi. On en est là maintenant. Plus ça va, oui, on plus- sent qu'il y a une prise Oui, de oui, risque. La prise de risque est de plus en plus Avec grande. les nouvelles générations, plus ça va, plus la prise de risque elle est élevée. Elle est élevée. Ouais. Il y Tu a beaucoup l'expliques moins de comment peur. ça? Moins de peur? Ah ouais. Plus d'agressivité aussi. Plus d'agressivité, moins de peur. Alors pourquoi plus en 2025 qu'en 2015 Ouais. Il y a toujours eu des Ok. kamikazes, mais de manière globale, c'est vrai qu'on écoute les coureurs aujourd'hui, ils ont tout ça à dire. Les jeunes, ils arrivent, ils n'ont pas peur. Ah ouais. Il n'y a plus de respect à la hiérarchie comme il y avait avant. Et Ouais, c'est ça. le mec qui vient du bout du monde aussi, il veut faire sa place. Et du coup, ouais, c'est. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de chutes. Hein. Ouais. On peut dire, oui, les vélos sont plus rapides, donc c'est plus dangereux d'aller plus vite. Mais on sent aussi une agressivité et aussi une pression dans toutes les équipes. On en parlait tout à l'heure Ouais. en rigolant de la Coupe de France aujourd'hui, des Boucles de l'Aune. C'est une petite course en Bretagne qui est connue, qui est ancienne hein, dans le calendrier français. Mais avant, c'était franco-français. Et au final, aujourd'hui, Tout le monde. toutes les équipes elles préparent ces courses-là, limite comme c'était une grande course du calendrier, parce qu'on a tous besoin de. Il n'y a plus il de faut petites briller, ouais. victoires. Ouais. Et il y a la course au point qu'il n'y avait pas avant, qui fait qu'il y a beaucoup de pression et ça se retrouve dans l'agressivité dans le peloton. C'est ce que tu nous disais un petit peu quand tu as eu au téléphone, quand tu nous expliquais que certaines équipes font justement leur choix de calendrier en fonction de Ouais. la data, pour Ouais. parler un peu data. On y est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il y avait, par exemple, tu vois, nous, le système de relégation, il est tous les 3 ans. En fait, on cumule les points pendant 3 ans. Et à la fin de la 3e année, ceux qui sont au-delà de la 18e place, ils descendent en 2e division. Ça s'appelle Pro Continental, le niveau en dessous. Donc nous, là, on est 8e pour l'instant. Donc on a assuré d'être bon. Là, on est en 3e année du ranking. Ok. Mais il y avait une équipe comme Astana qui a fait Aïe. 2 très mauvaises années. Et au final, qui a eu un investisseur chinois, ils ont pu. Ouais. Pour le coup, eux, ils ont dû acheter des coureurs. Ils ont acheté des Ok. contrats. Ils ont eu le budget Ok. pour acheter des contrats de bons coureurs. Et en fait, ils ont construit leur calendrier en allant chercher. Donc, ils mettent en avant le fait qu'ils ont utilisé la data pour ça, Mhm. mais en allant chercher des courses du calendrier avec le meilleur ratio de points par rapport à la concurrence. Ah, ouais. Et en fait, la semaine passée, ils se sont retrouvés, je crois, ils ont mis 1000 points dans la semaine. Sur des Et courses inconnues. Donc, ils ont fait 1 et 2 du Tour de Turquie en gagnant 4 étapes. Et le Ah Tour oui, de d'accord. Turquie, il n'y avait que 2 équipes, je crois, au World Tour, Ah oui, dans d'accord. leur division. Mais c'est une Pro Series, donc le niveau intermédiaire en nombre Ouais, de ouais. points. Et finalement, Ils ont fait les points. ils ont mis plat. Il y avait une course en Belgique, je crois qu'ils font 1 et je sais plus combien. Et puis, il y avait une grosse course au Tour de Romandie avec un coureur qui va faire 4 générales, où là, il y avait un gros niveau. Ouais. Et au final, sur les 3 courses de la semaine, Ils prennent. et au final, depuis le début d'année, ils sont 3e équipe en nombre de points. Ce qui fait que là, ils sont remontés 19e, ils devaient être 21 ou 22. Et ils sont plus qu'à 300 points, je crois, de Du l'équipe maintien. de devant. Donc 300 points, c'est Pas rien. de La maintien, semaine quoi. prochaine, ils peuvent être Ok. repassés dedans. Et énorme. c'est assez impressionnant. Et là,
La manière dont ils ont optimisé leur calendrier, Ouais, c'est fantastique. c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Ok. Mm. Donc là, le rôle de la data. Dans ce. Ouais. À fond. Pour de la stratégie. Au Pour de la final. stratégie, Ouais, bien sûr. ouais, ouais. Et du coup, si on fait un peu plus de transition maintenant sur l'aspect des données dans le monde du cyclisme, Ouais. aujourd'hui, c'est quoi les principales données que vous utilisez, que ce soit d'un point de vue de l'entraînement ou de tout ce qu'on a sur le... Parce que je parle d'entraînement, je pense que ça va beaucoup tourner peut-être autour des watts, des choses comme Ouais. ça. Et tout ce qu'on a à côté, au niveau de tout ce qui est optimisation, Ouais. gestion individuelle du cycliste. Bah, nous, c'est vrai que aujourd'hui, quand on pose la question, la donnée centrale, c'est les watts. Ouais. Puisqu'on est à des sports où c'est facile de mesurer la puissance. Alors, facile, ça reste relatif dans le sens où c'est dans des pédaliers, des pédales. Ouais. Et au final, c'est pareil, plus le temps avance, plus il y a de marques qui font ces capteurs. Et finalement, moins il y a de précision aussi. Ok. Je pense qu'il y a 10 ans, il y avait qu'un ou deux capteurs et ils Ah, étaient ok. plus précis. D'accord. Ça, c'est aussi un c'est phénomène commercial. on a appris à travailler avec la puissance avec des capteurs hyper précis. D'accord. Où on arrive à suivre, à être très précis dans l'entraînement, très précis dans les progressions, très précis quand tu passes d'un vélo à l'autre. Du coup, ça, c'est aussi des choses plus compliquées. Et des fois, on voit sur les réseaux des watts Tu comprends pas. qui n'ont pas de sens, mais c'est Mm. pas, Bien sûr. c'est pas que les gens qui ont bidouillé, c'est Mm. les capteurs. C'est qui sont les le Le taux capteurs, il y a d'erreur vraiment du, des- le taux d'erreur du Ouais, capteur, c'est ouais. ça. Mais du coup, nous, la puissance, elle est centrale. Parce qu'elle permet vraiment de te quantifier l'effort que tu produis. Ouais. Ouais. Et permet d'évaluer vraiment ton potentiel. Quoi. Nous, je sais que, en natation, en course à pied, finalement, tu as certains temps sur une distance. Mm. Nous, en fait, notre rapport, c'est plus certains niveaux de watts sur une durée. Ok. Et en normalisant. Donc après, tout dépend ce que tu cherches. Si tu cherches un sprinter, tu vas t'intéresser aux watts bruts, pas Ok. forcément le rapport par kilo, vraiment les grosses quantités de watts, 1600 sur 5 secondes, 10 secondes, 1600, 1500, 1600, 1700. Et t'intéresses aussi, vu que c'est à haute vitesse, un sprinter, au watt max par rapport à l'aéro que tu as, tu vois. Ouais. C'est sur la recherche ouais, Ouais. de l'effort maximal. Quoi, Ça, c'est compliqué. minimum de temps. Quantifier Ah, l'aéro c'est d'un bon. sprinter en position, c'est quelque chose aujourd'hui qui est hyper compliqué. Par contre, de l'aéro en position chrono où tu es fixe, Ouais. est plus facile C'est via la soufflerie ou du vélodrome, où Mm. aujourd'hui il y a de plus en plus de capteurs de terrain qui te permettent de faire de l'aéro sur le terrain. Après, si tu cherches des grimpeurs, tu vas forcément normaliser par rapport au poids, Ouais. à la gravité. Donc là, tu es en watts par kilo et tu regardes les watts par kilo max sur 5 minutes, allez, 3, 5, 8 minutes si tu veux un puncher, comme les classiques ardennaises qu'on a vu là il y a 10 jours. Ouais. Et après, sur les grands tours, les meilleurs coureurs, c'est les grimpeurs. Ils font des watts très élevés sur 20, 30, 45 minutes et ils sont capables de les répéter. Ok. Et aussi, où on s'intéresse beaucoup plus aussi, maintenant qu'on a beaucoup d'accès aux données, on se rend compte que ce qui fait la différence, c'est pas seulement de faire des gros watts sur un état frais, mais c'est de les faire après une grosse charge de travail, après 3 ou 4 heures, après tant de joules de dépenses énergétiques. Ça revient à ce que nous disait dans JB, donc JB Morin dans un podcast aussi, qui nous disait en fait, on évalue tout le temps la vitesse Ouais. de notre sportif, d'accord, donc nous, notre footballeur, mais on l'évalue jamais, tu vois, sur des profils force-vitesse en fin de séance, Exactement. en fin d'effort, en fin de C'est ça. marathon. Et Et nous, là, c'est- depuis effectivement. quelques années, on se rend compte que Ouais. avant, pour la détection, on s'intéressait au watt max qui peut être fait, mais finalement, tu peux te retrouver avec des coureurs rois des tests, quoi. Mm. Ouais, Rois c'est ça, des ouais. tests, par Ouais. contre, peu endurants. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous ceux qui vont chercher les gros résultats, c'est des coureurs capables d'être très forts en 4, 5, 6e heure de course, Ouais. ou de répéter les efforts, tu vois. Et donc par rapport à ça, on est sur du watt, du joule. Ok. Ouais, en fonction de ce que vous recherchez en termes d'entraînement, Ouais. de qualité de développement, C'est ça. de phase et tout, vous allez taper des certaines zones. Ouais. Ok. C'est ça. Ok. Donc après, on bosse en zone d'intensité. Hmm. En gros, on travaille avec une échelle où il y a 7 zones d'intensité. Ok. Donc après, la distinction entre les zones, il y a tout un tas de méthodes. Il y en a qui Ouais, bien utilisent sûr. Après, lactate, ça, il y en a c'est qui la utilisent... méthodologie d'entraînement. On utilise quand même toujours beaucoup le perceptif quand même. Et là encore, je reviens avec ce que je disais tout à l'heure. On veut que le coureur soit acteur et comprenne. Il y a beaucoup de coureurs aujourd'hui. En fait, ils chantent la sensation. Ils sont dans le rapport entre la douleur et les watts, et c'est ça qu'ils commandent. Mais ça passe plus l'étape du cerveau. Et ces coureurs-là en compétition, ça donne pas grand-chose. Même si l'entraînement vont faire des bonnes séances parce qu'ils ont l'impression de maîtriser les watts qu'ils font parce que ils sont tout seuls, c'est eux qui maîtrisent le contexte. Ils arrivent en course, ils font moins de watts, mais c'est parce que ça passe pas par l'étape du cerveau, entre guillemets. On a le même problème en football. On a des joueurs, on appelle ça des joueurs d'entraînement. Ouais.
exactement ça. Ouais, c'est... ça. Et après, tu as le contexte sous pression, sous confrontation, qui fait qu'il y Exactement. en a certains qui vont se majorer. Et d'autres Ouais. qui font jamais carrière alors qu'ils avaient un potentiel. C'est ça. Enfin, Bast, tu peux mieux en parler que nous, des joueurs de centre de formation qui étaient au-dessus d'autres qui sont sortis. Ah ouais, bah non, mais c'est clair, hein. T'en as qui sont... t'en as où tu te dis... t'en as où tu te dis, oui, s'il sort pas, c'est une faute professionnelle qu'il sorte pas, parce qu'il est tellement au-dessus des autres, hein, type Ryan, bah voilà, tu te dis, s'il sort pas, c'est notre Ryan faute. Cherky. Ouais. Ryan Cherky. Puis t'en as d'autres, tu te dis, bah ouais, c'est un bon joueur. Ouais. Bah, après, c'est toujours dur, hein, de dire si un joueur, quand il est jeune, qui va sortir ou pas sortir. En Ah plus, oui, on c'est n'est clair. pas non plus... c'est pas à nous de dire, hein, si un joueur va sortir ou pas sortir, mais t'en as, tu t'y attends pas, ouais, effectivement. Et par leur connaissance, le travail, etc. Moi, j'ai la chance de bosser, d'avoir bossé avec des gens qui n'étaient pas censés sortir. Les Riyad Mahrez, les Dembaba, tous ces gens-là, ils ne sont pas passés par les centres de formation. Et Ils pourtant, ont intercalé. c'est eux qui performent. Ils font des belles carrières, en plus. Et par rapport, pour revenir sur les Data. données, Ouais. en off, tu me parlais un petit peu d'aspect, d'analyse diurétique, Non, pas de Température. glycémie. glycémie, Ouais, température. Ouais. Ouais, j'invente des données, moi. Ouais, c'est vrai qu'en 1, Glycémie, température. Tu peux on nous s'est arrêté dire. au watt pour l'instant. Après, ce Ouais. qu'on mesure beaucoup sur le compteur, que le cours a aussi en direct, c'est la fréquence cardiaque, évidemment. Ouais. Et du coup, le trio sensation, puissance, fréquence cardiaque, là, tu es quand même puissant pour analyser l'effort qui est produit. Après, à côté de ça, tu as les notions de vitesse, mais finalement, elles sont intéressantes sur l'aspect contre la montre ou ce genre de choses. Sinon, on s'intéresse peu à la vitesse. Et après, il y a tout un tas de data physiologiques au final. Et donc, la fréquence cardiaque en fait partie. Il y a le lactate, donc maintenant aussi de plus en plus utilisé. Moi, Test de lactate régulièrement chez vous? Non. Ok. Non, pas régulièrement. Par contre, moi, ce que j'espère qu'arrivera un jour, pour l'instant, ça n'existe encore pas. Il y a des sociétés, des startups qui bossent là-dessus. C'est une mesure de lactate en continu. Ah, c'est énorme. Parce que nous, la complexité, c'est quand même, on est un sport où tu roules, tu es à 40 à l'heure, donc il faut que tu sois avec le mec, que tu t'arrêtes. Tu es au bord d'un terrain, c'est facile, tu as ta petite table, tu es Bien posé, tu attends, et pour le joueur, c'est pas coûteux. Il a juste à s'arrêter, tu le piques, tu as ta mesure. À l'athlète, c'est facile. Dans une piscine, c'est quand même assez facile, tu restes sur place. Nous, il y a quand même une logistique qui est lourde. Ok. Alors, il y a certaines approches où le lactate est central, et du coup, les coureurs se le font eux-mêmes. Bon, nous, on n'a pas cette approche-là, tu vois. Et on arrive à avoir des process d'entraînement pointus sans utiliser de lactate. Bien sûr. Mais pour autant, le jour où on aura des capteurs lactate, alors là, il y en a qui arrivent via la transpiration. C'est pas méga fiable. Le jour où on aura ça, je pense que vraiment, ça transformera aussi notre approche de l'entraînement. Et On se j'avais rend compte beaucoup qu'il y de a discussions, vraiment des des grosses différences entre les mecs et t'en reviens à comment ils produisent leur énergie. Et aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à ça. D'accord. Mais finalement, on utilise Un biais. pas un biais, mais un autre marqueur pour arriver à ces bilans-là, D'accord. c'est la glycémie. Et en fait, on travaille beaucoup avec le pôle nutrition, avec une entreprise de Grenoble qui est spécialisée dans le pancréas artificiel, donc qui bosse avec les diabétiques, donc qui est spécialisée dans la glycémie. Ils ont une branche un peu sport. Et on bosse avec eux et on arrive à faire une sorte de profilage énergétique D'accord. pour savoir un coureur qui est dans telle zone, finalement, quel est le substrat qui lui permet de sortir le plus d'énergie. Donc on n'est pas juste à 100%. Si on voulait être juste à 100%, il faudrait tout le temps avoir un masque. Analyse Donc nous, O2 en continu. on a un système à nous de VO2 portatif où on fait du test, mais on ne l'utilise pas en routine d'entraînement. C'est quand même assez lourd. pas méga confortable. Et puis c'est du matériel de précision. Tu peux pas le laisser, c'est un coureur et s'autogérer, quoi. Puis 5 heures d'affilée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bleu aussi. Ouais. Ah oui. Donc pour l'instant, on l'utilise juste pour faire des tests. Ouais. Mais du coup, la glycémie, on l'utilise beaucoup à l'effort. Donc sur la nutrition, ça c'est le domaine qui a le plus avancé sur les 5 dernières années. Je pense que dans l'entraînement entre 2005 et 2020, il y a vraiment une révolution de l'entraînement avec la puissance au final. À partir du moment où on a accès aux données, ça s'est généralisé. Là, je dirais que depuis 2020, le gros step qu'il y a eu aussi, c'est l'apport de la nutrition. Que ce soit à l'effort ou dans la récup et dans l'approche des compétitions. Et nous, le niveau, il a beaucoup augmenté et densifié. C'est la nutrition. Donc, chaque équipe s'est dotée aussi de beaucoup de nutritionnistes. Il y a beaucoup de travaux là-dedans. Et nous, on utilise pas mal en interne le versant glycémie pour accompagner la nutrition d'effort. Et
Ouais. Et on Ok. va assez loin là, et c'est là qu'on s'est encore plus rendu compte du besoin d'individualiser Ouais. tout au Ah oui, final. Ouais, tout. sûr. Ouais, c'est ça. L'entraînement, on le savait déjà sans la glycémie, mais finalement, ça te donne aussi certaines compréhensions des mécanismes sous-jacents de Ouais. ton coureur. Et après, ça t'en impacte les apports que tu as sur le vélo. Mhm. Aujourd'hui, on passe de haut grammage par heure. Donc, je Ouais. pense dans le foot, vous n'allez peut-être pas tant, parce que votre match dure 1h30. Ouais, Déjà, ils boivent plus de coca, ni à la d'eau mi-temps, sur le bord de la route, c'est déjà pas mal. on a des boissons dosées à la mi-temps Ouais. aussi avec l'indice de digestion du glucose. Ouais, ouais. Donc des Ouais. doses qui sont calculées par rapport à ça. Ouais. Ça commence à venir tout doucement. Ouais. Moi, ça me fait penser, là, je regardais des montres et je vois Ouais. des algorithmes qui sortent justement sur les épreuves un peu longues de comment on dit, conseils à la réhydratation, à Ah la ouais. renutrition. Ouais. Et du coup, vous, en étape, comment ça marche? C'est des plans qui sont... Ce Ouais. qu'on voit aussi sur le Tour de France maintenant, sur la potence. Ouais, des Il y a le étiquettes. défilé de l'étape C'est ça. avec l'étiquette. C'est ça. Et Donc nous, c'est ce genre d'étiquette où dans certaines équipes, c'est encore un plan global pour tout le monde. Ouais. Nous, il est individualisé de par le rôle que le coureur va avoir en course. Ok. Donc par contre, Ah ouais, tu es quand bien même sûr. toujours obligé de... Ah oui, forcément. le coureur, et là L'adaptation. encore, le coureur doit s'adapter. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est même pas- si le briefing, c'est tu dois aller dans l'échappée, Ouais. tu sais que tu auras une première heure intense. Et derrière, si tu es dans l'échappée, Telle donc, nutrition, donc telle le nutrition. plan, il va être optimisé par rapport à ce rôle-là. Si le coureur prend pas l'échappée, c'est à lui de se dire Ouais, je vais pas prendre la ok, même, je vais faire moins de dépenses énergétiques. Mon plan de potence, il était fait si, dans le meilleur des l'échappée. cas. Donc il y a quand même toujours un moment donné où le Ah mec oui. doit être resté acteur. Donc Et, on en revient à ce que tu dis depuis le ouais, départ. ouais. Reste Ouais, acteur. on revient toujours à ça. Et du coup, nous, c'est individualisé. Et la plupart du temps, il y a eu des suivis en amont des grandes courses Ok. pour savoir Ouais. les apports, tu vois. Ok, ouais. Et on se retrouve, selon la physiologie des coureurs, il y en a certains, dans les enchaînements de gros efforts, quasiment que de l'eau ou des bidons très peu dosés suffisent. Ah ouais. Parce qu'en fait, via la production de lactate, ils ont des systèmes qui permettent de Ok, bien, d'accord. s'auto-fournir. Ouais. Et d'autres, à l'inverse, ils vont aller chercher jusqu'à du 160, 180 grammes par heure Ah oui. de carbs pour apporter de l'énergie parce qu'ils tournent sur l'exogène, quoi. Et ça, Ok. c'est de l'essai-erreur pour en déduire ça ou Via les analyses. voilà les capteurs de glycémie Ça que vous t'oriente, mettez. ouais. Ok, Tu c'est te rends vite compte. Alors, faut toujours rester prudent sur Ouais. les données. Ça reste un capteur. Ouais. Certaines fois, c'est une valeur indirecte. Tu es dans le liquide interstitiel. Donc, Ok. tu peux faire une petite différence entre ce que tu mesures dans le bras et ce qu'il y a vraiment en circulant dans tes muscles. D'accord. Mais par contre, ça nous a quand même aidé à comprendre des mécanismes. Ouais. Ça au oriente des niveau, stratégies derrière. Stock par de contre. glycogène, comment ça Ouais. réagit. Ah, ok. Ah, donc le jour où tu as une cinétique en direct de lactate, c'est quand même. Ouais. Ça nous aide c'est- encore plus c'est à énorme. comprendre la glycémie finalement. Ouais. Là, il y a certaines fois, c'est l'extrapolation. Ouais. Ouais. Mais en faisant de l'essai-erreur, on arrive à comprendre. On Ouais. se dit, bon, là, on est dans le vrai. Là, Et après, l'autre versant de la nutrition, au-dessus de l'effort, c'est la gestion du poids, nous, qui est importante. ah oui. Ah oui. Et là, qui est compliquée parce que c'est peut-être la plus coûteuse mentalement. Mm. Et nous, on a une version un peu humaniste quand même de notre sport. On ne veut pas en faire des robots et emmener les mecs à l'explosion mentale parce qu'ils auront pesé chaque grain de riz, chaque fraise, chaque truc qu'ils vont manger. Ça, moi, je trouve ça très coûteux. Ouais. Pour autant, ça reste la méthode la plus fiable quand même pour être certain des apports que tu D'accord. manges, tu vois. Ah oui. Par contre, personne ne peut dire que tu sais absolument ce que tu vas dépenser. Tu as beau avoir ton compteur, tu le saurais uniquement si tu avais un masque Bien sûr. toute la journée. Ouais. Donc tout le monde est sur l'extrapolation, il a fait telle étape, il y a eu tant d'efforts, son métabolisme de base c'est ça, bon bah on a environ à tant de calories, une marge de 10%, et via des applis tu vas tout peser. Ouais. On n'est pas trop en phase avec ça. Parce Ouais. qu'en soi, c'est quand même... Peut-être plus en stage. Ouais, un peu en Sur les stage. plans On de guide, stage, par contre, on ouais. va guider la partie plus carbs, mais il y a quand même là-dedans de la malhonnêteté intellectuelle au final, tu vois. Ouais, je comprends. Mais par contre, c'est quand même le modèle le plus simple. Tu fais croire ça à ton coureur, et il y a certaines équipes, c'est comme ça. Mhm. Les courses sont persuadés que ça fonctionne comme ça. Tu as dépensé tant, donc il faut que tu le manges feras tant. Le nutritionniste est là à table, c'est lui qui pèse et qui lui donne les assiettes. Le coureur, il a qu'à manger. C'est un modèle qui marche aussi, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Mais nous, on n'est pas spécialement en phase avec ça. Ouais, donc ok. on va orienter, on va quand même, sur certaines courses, certaines périodes de stage, peser surtout les apports d'énergie et D'accord. de carbohydrates. Mais on pousse, on n'a pas envie d'aller si loin. Mais pour autant, il y a des coureurs qui sont vraiment demandeurs de ça, donc il faut trouver le bon compromis. Et d'autres, Ok. à l'inverse, ils veulent surtout pas... C'est une prise de tête dépenses, pour tout eux. ça. C'est Et la si tu charge. fais ça, tu les fais exploser, et Ouais, sur le vélo, ouais. ils explosent, quoi. Ouais. Faut trouver le bon compromis, quoi.
vraiment quelque chose de très empirique, une grosse étape de montagne du Tour de France, un mec, il dépense combien en kilocal? Ouais, les kilocals, t'es sur du. Si tu prends que l'étape, Que l'étape, toi, tu uniquement peux aller l'étape. sur du 5-6 000 kilocals, Ouais. mais après, t'as le reste de la journée parce Bien que sûr, tu te dis tu- bien que Tu ton continues. corps il carbure. Ouais. Et après, c'est vrai que maintenant, on se rend compte que les mecs mangent aussi beaucoup plus qu'avant. Ok, Parce qu'on se rend compte que selon les timings, tu peux aussi manger, apporter beaucoup d'accord. et resynthétiser tes stocks de glycogène pour l'étape du lendemain. Et sur 3 semaines, c'est énorme. Hein. Ouais. C'est énorme. Moi, j'ai fait un stage depuis 3 ans à Alicante avec mon équipe de football. Ouais. Et il y avait Intermarché qui était Ah en stage là-bas. Ouais, souvent, c'est Et bon. on avait la chance d'avoir le self juste à côté d'eux. Ok. Et tu vois, des fois, quand il y avait les grosses journées, bah, il y en a, ils n'étaient pas contents de venir parce qu'ils savaient que on voyait Ouais. les assiettes passer. Ouais. On se disait, mais comment Énorme. ils font pour prendre tout ça? Ouais. Tu avais des assiettes, mais c'est énorme. Et, Ouais, si tu as 6 000 et c'est vrai qu'on- kilocalories, c'est et énorme. c'est vrai qu'on en arrive même à ce que ça devienne un problème pour certains. Ouais, ouais. T'as certains coureurs comme certains humains, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'appétit. Non, non, ouais. Il y en a pour qui manger, c'est un D'accord. plaisir. Ouais, il y en a, Il y en c'est a pour vraiment. d'autres, c'est vital. Ok. Et du coup, pour eux, t'es là, tu te dis, bah, si, il faut que tu manges ça. Et Ah du oui, coup, ça devient pour certains un problème. un problème d'avoir à manger tout ça au final. Donc, tu es obligé de t'adapter un petit peu, mais D'accord. c'est des problèmes avant, tu peux manger à ta faim Ah ouais. ou certains. Et du coup, le plus compliqué à gérer, ça va être la perte de poids au final parce que du coup, tu es forcément d'avoir une balance énergétique négative si tu veux perdre, sauf que tu veux Ouais. pas jouer sur le côté Mm. performance. Compliqué. Donc, ça, c'est le plus compliqué à gérer. Ouais. Mhm. Ça, c'est le C'est plus clair. compliqué à gérer. Et C'est puis, marrant. mentalement, pour un coureur qui est en surpoids, il Ah, le en sait, plus, le staff, catastrophe. tout le monde a fait du vélo, tout le monde le sait que ça pèse. Catastrophe. C'est le truc le plus compliqué à gérer, ça. C'est marrant parce que là, on est sur les données, mais du coup, tout au long du podcast, on voit qu'à chaque fois, on parle d'entraînement, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, hypoxie, la gestion des charges, les datas. Mais au final, la décision, c'est de l'humain et c'est Ah, de la c'est que de gestion l'humain, de ouais. la personne Ah ouais, en c'est ça, elle-même ouais. pour se caler de manière totale. Ouais. C'est ça. Et c'est là où justement, bah, j'ai 27 ans, mais je vais faire le vieux, mais c'est là où l'IA, par exemple, avec tout ce qu'il peut y avoir maintenant sur les algos de Ouais. perf, etc., Ouais. ben, même si on peut avoir des prédictions, à la fin, nous, on est obligé d'avoir cet œil Ouais. de compétence qui doit guider la décision Ah finale. ouais, c'est clair. De toute façon, du moment où tu t'entraîneras toujours de l'humain. Donc, tu pourras jamais être. Tant que tu n'entraîneras pas des robots, tu pourras pas utiliser uniquement les données, l'IA, etc. Tu entraînes de l'humain. Tu es obligé d'avoir quand même une vision humaine parce que sinon, effectivement, les mecs, ils explosent. Puis le paramètre le plus. Finalement, on parle d'entraînement de tout, mais le paramètre qui. Mental. C'est la mentale, c'est la motivation. Et la Ah, motivation. et même, oui, on peut la mesurer. Alors, on fait des travaux intéressants. Là. On a un jeune chercheur qui fait une thèse ici, qui bosse sur la notion de plaisir et de motivation entre avant une séance, après une séance. Et là, on a essayé avant une course, après une course. Et En alors, fait, c'est un champ qui est hyper, Ah ouais. qui est hyper intéressant. Et c'est passionnant au final, mais ça parle moins aux athlètes. Ouais. C'est pas sur une Bien sûr. appli. Ouais, Tu C'est vas pas pas rien voir quantifiable. sur Instagram. il n'y a pas de Du coup, progression. c'est pas vendeur. Exactement. Mais pour autant, ça explique tellement ce qui peut se passer derrière en compétition. Et à expliquer aussi les progressions, la fiabilité des coureurs. bien sûr. Et ça, c'est. ce qui est fou de Il moi, y ce aura que toujours ça. Hein. j'ai toujours trouvé hyper intéressant dans les aspects motivationnels, c'est que tu as la motivation. Des fois, on parle de motivation, on se dit motivé, pas motivé. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Tu as la motivation à court terme, à moyen terme, à long terme. Wenger, il a dit cette célèbre phrase, là, l'endurance motivationnelle, qui regardait Ouais. ça. C'est est-ce Le champion. que C'est clair. l'athlète est capable d'entretenir, d'être endurant sur le plan de la motivation? Parce qu'on le voit bien, hein, le 1er janvier, tout le monde est motivé pour les perdre du poids, etc. Ah ouais. Puis après, tu as cet aspect où Exactement. qu'est-ce que j'en fais de cette motivation? Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quand même. Ça, c'est terrible aussi. c'est Et numéro évaluer, un. c'est hyper compliqué. Et on en a, nous, on le voit encore. Hein, la motivation qu'ils mettent quand ils sont frais en décembre, janvier, ils vont arriver en course. Les premières courses les plus importantes, c'est à partir de mars. Et leur motivation, elle est. Mais c'est pas possible. Attendez, il passe pas l'étoile de Et Bessèges. du coup, bah, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bessèges, Provence, il y en a, ils C'est arrivent fin sûr. février, ils sont déjà cuits. Ah ouais. La saison, elle commence seulement, quoi. Et en décembre, janvier, tu passes ton temps à les freiner. Mais limite, tu les frustres. Puis tu te dis, Ouais. bah, attends, Ouais. c'est bon.
Ah, l'aspect mental. Et c'est Vous avez- c'est terrible. Vous avez sillonné les questionnaires psychométriques, des choses comme ça Un petit peu, ouais. Bah, justement, le travail là que fait l'étudiant, il utilise des échelles sur 6, je crois, sur 5 piliers de la motivation, et Ok. tu essayes de suivre Ah ça. ouais. C'est avec la notion de plaisir aussi dedans. Et ouais, c'est un travail. Ouais, il y a des choses qui sont, Ah ouais. Intéressant, Ou sur les cas de fatigue aussi, nos docs utilisent pas mal aussi les questionnaires. Pour illustrer ce que tu as dit, rappelle-toi la période Covid. Ouais. On tombe en plein Covid et tu as des mecs, ça a été les rois du home trainer. Ah ouais. Et toi, tu as dit à Nono, bah non, Arnaud démarre. Ouais. Voilà, on va gérer. T'inquiète Ah, on va pas, on va gérer gérer. tranquillement, T'inquiète pas. Et à la Il a sortie. fait sa meilleure saison, quasi sa meilleure saison sur les 3 mois, c'est lui qui a gagné le plus de courses. Ouais. Ah ouais. Donc, On avait bien géré. On avait fait du bon non, boulot. tu quoi. Mais on avait aussi un coureur qui comprenait ça aussi quand même, Ouais. Arnaud. Hein. Mm. Qui était bien acteur de son Oui, modèle, oui, qui avait bien trouvé son équilibre aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Je rebondis sur les gains marginaux, ce fameux mot que Braceford nous a balancé. Tout à l'heure, tu nous as parlé en off d'hypnose. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler ou... Ouais, on peut en parler. C'est vrai qu'on Parce a on n'a pas parlé beaucoup d'entraînement de physique, mais comme on le disait, tout ce qui est psycho-mental est hyper important. Mm. Donc ça prend de plus en plus de place dans l'équipe. Disons qu'il y a 10 ans, on avait déjà Denis Troche. Bien sûr. C'est dans le foot quand même. Ouais. PSG 3. Qui a été un des premiers prépa mental dans le foot, Ouais. dans le vélo, je veux dire, Ouais. qui venait chez nous. Mais à l'époque, en fait, les mecs accrochaient peu. Ok, Et à l'époque, t'allais voir un prépa mental, c'est que t'étais faible. bien sûr, t'avais un Puis problème. voilà, donc Denis, les mecs, il lui écrivait en perso, il le voyait, mais il le disait pas. Et en fait, ça a eu du mal à prendre, tu vois. Donc, Ok, il a plus apporté finalement au staff, à nous, qui étions réceptifs, ok. qu'à certains coureurs. Mais il y a quand même 2-3 beaux exemples où, sur 2-3 suivis, ça avait bien boosté certains coureurs. D'accord. Et plus ça va, plus on est persuadé que cette sphère-là, elle est importante. Ouais. Et aussi avec beaucoup d'athlètes qui maintenant osent parler de la fatigue mentale, Bien des sûr. burn-out qu'ils peuvent Ah avoir. ouais. Maintenant, c'est plus tabou, donc ça Ouais. nous aide aussi. Et on bosse avec Marie-Laure Brunet. Mm. C'est un peu elle qui centralise l'aspect prépa mental. C'est une biathlète qui a eu des médailles olympiques, Mm. qui a fini sa carrière sur un burn-out et du coup qui est passionnée de cet aspect mental-là. Et du coup, hyper intéressant parce qu'elle a le versant psycho puis le versant athlète de haut niveau. Ouais. Donc elle centralise ça, donc qui est en libre accès entre guillemets aux coureurs, tu vois. On encadre quand même, on veut savoir qui comment, mais on n'impose Ok. pas. On peut pas imposer ce type de Non. travail. Le coureur doit être Ouais, tout à fait. doit aussi croire, sûr. c'est pas croire, mais c'est être acteur, avoir envie de s'investir dans ce type de travail. Ouais. On a ça, et du coup, depuis cet hiver, elle bosse avec une de ses collègues qu'elle a fait intervenir sur l'hypnose. Ouais. C'est intéressant parce que dans la prépa mentale, il y a certains domaines où, par la conscience, on a du mal à aller chercher. Bien sûr. Ça peut être dans différentes choses. Déjà, la première chose, nous, c'est le gros souci qu'on a, c'est les chutes. Après une chute, après un gros crash, Ouais. ça laisse des traces, et éliminer ça, quand on retourne dans un peloton et qu'on doit être placé au kilomètre 150 dans les 5 premiers à un virage, c'est la guerre. Et si tu restes focus sur tes pensées de chute, non, c'est bon. Si tu restes bloqué sur tes chutes, tu vas plus. Bien sûr. Tu prends le virage, t'es 30e, t'as perdu. Donc là-dessus, l'hypnose donne déjà des résultats intéressants depuis cet hiver. Incroyable. Et du coup, là, elle continue à bosser un petit peu sur le rapport à la douleur, à la souffrance, à la tolérance, à tout ça. Et ouais, c'est intéressant. Et on a aussi Des pistes. et on a aussi un versant purement psychologie. Tu vois. On a aussi un psychologue Ok. sur les cas, parce que la prépa mentale, on est C'est plus pas sur le pareil, hein. sport, gestion des Ouais. émotions à travers le leadership ou ce genre de choses. Ce que tu mets en place dans la vie sport, finalement, c'est l'athlète mental, et la partie psycho, elle est plus sur l'homme qui a derrière l'athlète. Ouais. Et pour certains, selon les phases de vie qu'ils peuvent rencontrer, ça peut être intéressant. Et pareil, on n'oblige pas, mais si un coureur on ressent le besoin ou si on sent que Ouais, à on disposition. propose, à disposition. Ouais. Ok. Et ça, c'est important. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais l'équipe avait d'ailleurs sorti un article il y a 4 mois, mais que les gens du football venaient chercher les gens du cyclisme. Mais je pense que Julien peut aller dans n'importe quelle équipe en tant que responsable Ah oui. performance. Ouais, clairement. Ouais, c'est clair. Non, c'est Je crois hyper enrichissant. Ouais. En fait, Beaucoup d'avance sur beaucoup de choses. on sait que dans le sport collectif, on sait qu'il faut individualiser, qu'il faut entraîner l'individu, etc. Mais on est loin quand même du détail au niveau individuel. Parce que aussi, on a 20, 25, 30 joueurs. Alors effectivement, quand on a autant de joueurs au même moment, c'est pas toujours évident de tout individualiser.
faut respecter carrément, les ouais. dynamiques individuelles, mais quand même, ça, c'est vrai que c'est inspirant Voilà, tout ce qui est mis en place. Et... Ah, Des là- équipes de combien vous avez? Et ben, l'équipe première World Tour, on est 27. Ah ouais. L'équipe Ah, c'est centre de énorme. développement 10 et les juniors, on est 8. Donc ça fait 45 coureurs à gérer quand même. Et il y a 8 donc, entraîneurs. donc on peut. Ouais. C'est globalement, nous, on est pareil. Sur un effectif pro, tu es sur du 25-30. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as une quinzaine de staff. Par contre, on les a pas les 25 en même temps, Oui. sinon Non. ça serait ingérable. Ouais, ouais. C'est ce que je disais. Dans Ouais. le, Ouais, dans ouais, les ouais, 25, c'est la limite. dans les Ouais. 25 en même temps, c'est Non, mais On a gros, uniquement un stage où on a toute l'équipe, c'est une fois par an au mois de décembre. Ok. Et nous, la particularité, c'est qu'il y a des joueurs, des coureurs. On dit des fois des joueurs. ouais, on dit des joueurs, hein. Des fois pour rire. Oh, ça se perd du foot sur ça. Et il y a certains coureurs qui se voient en décembre. Ils ont on a le même maillot. Hein. Ils se revoient plus de l'année. Ah ouais, En c'est fonction dingue. du type de course, Bah oui. leur profil. Ouais. Ils se voient pas de l'année. Donc c'est la même équipe, mais ils se croisent pas, quoi. Donc c'est pour ça que le stage de décembre, c'est le seul moment de l'année où tout le monde se croise. Il est plus général, tu vois, tu fais ta base. Et à partir de janvier, on fonctionne par micro-groupe, quoi. Micro-groupe, déjà les objectifs. Et pour vous donner un exemple de là où ils vont très loin, c'est encore pour en avoir parlé tout à l'heure à midi, sur les gains marginaux, tout à l'heure tu nous as parlé de gens qui viennent désinfecter, de gens qui viennent changer sur les grands tours, vous payez des gens rien que pour changer des matelas. Ouais, c'est ça. En fait, on a C'est un énorme. partenariat avec Tempur pour les matelas. Et en fait, on a un cirque ambulant, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait un grand tour, le Tour de France, ou là, le Tour d'Italie qui commence demain. Ouais. Pendant 3 semaines, tu changes d'hôtel tous les jours. Et l'hôtel, c'est pas toi qui le choisis. Ah, C'est oui. l'organisateur. Ah, ça je sais pas, d'accord. Ouais. Et Ok. donc c'est un système qui est plutôt bien fait sur le Tour de France, où en fait, Pour cet eux, ils essaient échange. de faire une moyenne. Pour que Merci d'avoir t'aies pas de répondu à nos désavantage. questions. Ok, d'accord. C'est-à-dire que En il y quatre a- étoiles, N'hésitez pas à 3 nous étoiles. suivre tu sur les additionnes les réseaux, étoiles sur les 3 bah, semaines les et la bons- distance les entre bons départ, hôtel notamment là oui, sur les et prochaines arrivée, hôtel. échéances. Parce que des Bien sûr. fois, après les étapes, Qui est le les mecs sont Giro, tapés 250 bandes sous le la Giro, 100 puis bandes sous la après, pluie. Tu peux encore avoir Tour 2 de heures de bus, quoi. Merci. Merci Avant beaucoup. de passer Oui, à la- l'hôtel. Ouais. Donc du coup, l'hôtel, tu passes pas beaucoup de temps, mais c'est important que le facteur numéro 1 de la récup, ça reste le sommeil. Sommeil, ouais. Donc, nous, ça passe par ces chambres d'hôtel qu'on maîtrise pas. Il y a certaines fois, l'Italie est assez spécialiste là-dedans. Tu arrives dans un hôtel qui n'a pas été ouvert depuis l'été passé. Non. Et il y a une ou deux fois, on arrive, on dit, mais c'est pas possible, on veut pas y être, quoi. Donc, tu te retrouves à 5 heures que les cours arrivent à devoir trouver un autre hôtel, quoi. Ah oui. Ça, c'est déjà arrivé. D'accord. Mais du coup, maintenant, donc vu que ça amène aussi pas mal de problèmes de petites rhinos, les problèmes ORL, ce genre de choses, Mhm. avec toutes les clims qu'il y a. Il y a eu le Covid aussi par-dessus. Et en fait, depuis quelques années, on bosse avec quelqu'un qui désinfecte les clims dans les chambres des coureurs. Donc en gros, ils sont souvent en twin, donc Ok. 2 par chambre. Donc il y a entre 4 et 8 chambres. Des fois, les chambres sont petites, donc les coureurs sont solo. Ok. Entre 4 et 8 chambres à désinfecter l'intérieur et surtout les clims, quoi. Ouais. Et on a moins de soucis ORL entre ça, le Ok. matelas, parce qu'il y a aussi tout l'aspect acarien, donc Ouais, on ouais. change aussi oreiller. Mm. Parce que Donc à chaque le étape, matelas, ils se ouais, ils se il se déplacent. déplace. et vont, le changer. matin, au moment du petit-déj, il y a une routine. Le coureur se lève au petit-déj. Pendant ce temps, il reprend le matelas, il l'échange. Ils prennent la route, ils font leur transfert qui peut être de 2 à 5 heures de route. Magnifique. Ils inversent, ils désinfectent. Le soir, le coureur il arrive. Ils retrouvent tout le C'est temps le nickel. même matelas. Ok. Ça, c'est couette, exceptionnel. oreiller. Sur lequel il a une fait des chambre tests, désinfectée. je suppose, vous connaissez ça. Ouais, il doit y avoir trois qualités de matelas. Et D'accord. l'hiver, ils choisissent celui qu'ils veulent, je crois, entre différentes fermetés. Ouais. Mm. Énorme. Ouais, mais tellement important pourtant. Mais bien sûr. Et puis l'aspect nutrition, maintenant, sur toutes ces courses, on a notre camion cuisine qui se déplace. Parce que c'est Ouais. pareil, hein, camion cuisine avec notre cuisinier, pour maîtriser aussi ce versant alimentation. Là, il part d'Albanie pour l'Italie demain. Du coup, Ah oui, l'Albanie, c'est vrai. c'est pas simple, donc on a amené notre camion là-bas. On n'était pas sûr que l'hôtel... Ah oui. Parce que des fois, quand c'est loin, Ouais. et là, c'est quand même compliqué dans l'Albanie, on s'est dit, Ouais. le cuistot, il va seulement aller Ouais. dans l'hôtel et il cuisinera dans l'hôtel. Ok, Ok. d'accord. Donc un coup d'avion et. Ça arrive qu'on fasse ça. Là, on s'est dit, ouais, ça semble compliqué. Enfin, tant pis, Vous y ça allez. coûte des frais, mais le camion, il va. Et au bout de dimanche, il prend le bateau. Dans la nuit, pour le lendemain, être de l'autre côté en Italie. Là, Pour tu... maîtriser aussi tout le versant nutrition, quoi. Là, tu parles de frais. Vous, c'est un budget annuel de combien, Groupama? L'équipe entière, on est autour de 25 millions. Pour 25 les millions. 3 équipes. Quoi. Et Ouais. tu te retrouves dans la hiérarchie des budgets, combien? Alors, le classement, il n'est pas officiel. Ah, ok. Mais je pense qu'on est dans la deuxième moitié.
milieu de la Ok. deuxième moitié, Ok, sur les 18 équipes. d'accord. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt à votre place au niveau classement UCI. Bah, on est 8e sur les Voilà. 3 ans, donc on est même mieux. On fait du Ouais. Oui, contre-travail. pardon. Ok. Et ce qu'il faut pas Ouais. oublier aussi quand on compare les budgets, c'est que, bah, comme dans le foot, alors ça pose pas de problème au PSG avec le Qatar, mais c'est qu'au niveau des charges, Ah on oui. est désavantagé par rapport aux autres. Bien sûr. Dans toutes les équipes étrangères, les coureurs sont travailleurs indépendants. Ah, ok. Ils facturent leurs prestats Ah ouais. et ils gèrent C'est leurs pour ça qu'ils sont à charges. Monaco et Andorre. Voilà. C'est ça. En plus, et hyper logique que nous, on paye Ah, toutes ok. les charges sociales liées à la législation française, quoi. Donc, même en comparant un autre budget au budget Ouais. des autres à côté, bah, finalement, on est encore plus Ah bas ouais. que ça, tu vois, dans Ouais, le c'est- classement, si tu prends tout. Ouais. Et les plus gros budgets, c'est pas officiel, mais ouais, je pense que UAE, on est vers les 70, voire Ah oui, 80 millions, il y quoi. a un gouffre avec vous quand même. Ah, il y a un gouffre. Et ouais, Vous c'est êtes, Paris et, Paris et le qui petit club de est- Ligue 1, quoi. Ouais. Je vais pas dire Saint-Etienne parce que c'est pas un petit club de Ligue Non, 1, mais mais... c'est dans ces eaux-là. Hein. Ouais, bah ouais. Que nous, c'est l'échelon mondial quand même, tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Bah, merci, en tout cas. Ouais, moi C'était j'aurais super. 10 000 questions encore, mais Ouais, moi aussi, mais... Non, c'est bon. on a pris déjà pas mal de Ah, non. temps.